Donc aujourd'hui, on a la chance d'être avec Enguerrand, qui gentiment nous aide pour le copy trading depuis quelques temps. Enguerrand, lui, il est trader pro, mais qui a fait une petite pause dans sa carrière parce qu'il est parti s'expatrier à Moscou. Où avec sa femme, ils ont monté deux restaurants. Donc félicitations à lui, c'était une très belle réussite. Et puis voilà, il revient au trading doucement. Euh, il va sûrement proposer sa stratégie assez rapidement sur Wave. Euh, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'Enguerrand, quand on s'est rencontrés, il m'a dit tout de suite, mais je traite de la même façon que toi. Alors, c'est ce qui m'a paru intéressant aujourd'hui de vous faire partager comme expérience, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de scalpers qui utilisent les points pivots, c'est quelque chose qui en France se fait peu. Et comme je voulais un peu faire le lien sur le cours d'aujourd'hui entre justement mes entrées en scalping qui sont déterminantes et que souvent vous comprenez mal, par rapport au fait que justement ce sont même des intradés et des swings qui restent des entrées de scalping qu'on essaye d'optimiser. Et comme je voulais faire un peu le lien pour vous montrer comment vous pouvez justement entre guillemets affiner vos entrées, même sur des positions longues, moyen ou long terme, je me suis dit que le témoignage d'Enguerrand pourrait être d'autant plus parlant que lui utilise quelques petites autres techniques, c'est un petit peu décalé, etc. Et puis pour parler un petit peu de comment il voit de l'extérieur la gestion des signaux, le côté un peu pédagogique, etc. Donc moi, je suis en train de travailler sur une nouvelle technique. Il se trouve sur ma template, vous pouvez voir que ça a un peu changé par rapport à d'habitude. J'ai rajouté quelque chose qui est très utilisé dans les fonds d'investissement, qui est justement un peu l'inverse de ce que moi j'utilise. Il y a deux techniques très connues dans les fonds d'investissement. Donc il y a celle de Enguerrand et moi, basée sur les points pivots, qui est très peu utilisée en France. On reviendra sur ce setup ici, qui m'a énormément intéressé, que j'ai pris sur le copy trading. J'expliquerai pourquoi, est-ce que justement ça s'est moins bien placé que ce que j'espérais. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, les points pivots sont peu utilisés, mais ce qui est très très utilisé par les fonds d'investissement, qui donc sont utilisés en France, mais sont très utilisés dans le monde par les pros, les points pivots, ce sont cette fameuse moyenne mobile lycée 7 là, que vous voyez en jaune ici et ici. Et ça, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter pour vous donner une tendance. C'est quelque chose vous pouvez regarder par exemple même sur le Centric, qui est donc le très très court terme. Vous pouvez voir qu'ici, ça vous donne quand même des belles tendances. Et c'est un peu ce qui sert sur des unités de temps, notamment en 15 minutes ou en daily. Daily pour avoir une tendance un peu plus long terme et le 15 minutes pour avoir la tendance d'intraday, avoir vraiment la tendance de la journée. Vous pouvez voir par exemple ce qui s'est passé sur le Nasdaq vendredi. Vous voyez que on a ouvert vendredi ici, là. On est passé à 3 heures du matin quasiment. Bon là on a stagné, on va dire qu'on est passé ici au-dessus. Vous voyez que jusqu'à la fin de la journée, il n'y a que ce tout petit passage où on a été sous la moyenne mobile. Donc là, clairement, la tendance de vendredi était haussière. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors voilà, c'est que c'est couplé aux bandes de Bollinger. C'est une façon un peu plus simple de trader que les points pivots qui sont quelque chose de très épuré où il vous reste plus grand chose. Vous devez connaître parfaitement le marché et souvent vous avez un peu de mal à vous repérer. Là, ça peut être quelque chose qui vous permet de vraiment pas vous tromper de tendance. Alors retenez ça, notez-le. Daily H4, vous allez avoir une tendance sur, on va dire, de la semaine. H1, M15, donc H1, M30, M15, vous allez avoir la tendance de la journée. Et après, bien sûr, sur du 5 minutes, 100 tick, 1 minute, vous allez avoir la tendance sur du court terme. Ça, c'est très, très intéressant. Si vous regardez le marché en 5 minutes sur les indices, vous verrez à quel point il est facile de lire le marché. Regardez ici. Vous voyez quand même qu'on construit, comme je vous ai appris à protéger vos positions. Voilà, moi j'étais rentré ici sur vendredi sur le copy de Kenzo. C'est remonté. Vous voyez que par exemple ici, si on construit de nouveau plus haut, un nouveau plus haut et qu'à chaque fois on passe son SL un peu plus haut, on peut aller très très loin. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est essayer de voir comment, en fonction de la taille du TP, prévoir si on va clôturer, on va protéger sa position des 10 pips ou si on va la protéger des, mettons, 30 ou 40 points. Par exemple, sur le signal de vendredi, c'était un signal qu'il fallait protéger entre guillemets vite, même si le TP était très court, parce que c'était un peu dangereux qu'on était vendredi, qu'à tout moment ça peut couler, le marché est instable. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un TP très court, c'était pour être certain qu'on aille le chercher, peu importe ce qui se passait après. Et comme je vous ai expliqué, c'est ça qui est très important que vous compreniez, c'est que
Ce qui compte, c'est pas le nombre de pips que vous engendrez, que vous gagnez, que vous arrivez à avoir en stock, mais c'est combien vous avez investi par pips, et si à la fin vous êtes à +1, -1, vous êtes en positif ou en négatif. À partir du moment où vous êtes en positif et que vous avez gagné de l'argent, ce qui compte, c'est combien vous avez investi, combien vous avez risqué. C'est pas combien de pips vous prenez. Évidemment, à la fin, le but, c'est d'avoir plus de pips gagnantes que perdantes. Et l'idée, c'est qu'en fait, bien sûr que plus on est professionnel, si je prends par exemple en H2, plus on va être capable de tenir longtemps le signal. C'est pour ça que souvent, certains d'entre vous sont déçus, contrairement à d'autres qui ont plus de capital et qui sont plus patients, parce qu'ils arrivent à tenir moins les positions. Alors souvent même encore beaucoup moins que moi, mais c'est parce que forcément, en fait, moi, je m'en parle de mon expérience. Enguerrand, tu vas peut-être nous dire si t'as quelque chose à dire là-dessus, mais moi, j'ai toujours trouvé ça très dur avant un niveau vraiment des années d'expérience très approfondie, avec vraiment entraînant de manière professionnelle, pour être capable de partir du court terme, entre guillemets, ou dans ce cas de setup qui n'était pas prévu sur un mois, et de tenir la position longtemps, voire même 1 à 2 jours. Et vous, sur des signaux, encore plus quand on suit les signaux de quelqu'un d'autre, je sais que vous avez beaucoup de mal à tenir un signal. C'est pour ça que je préfère que vous protégiez très vite vos positions, que vous ayez beaucoup de réussite, et que finalement toutes les positions soient un bon gain, et parfois ça vous fait 50, 100 points, 150 points sur Nasdaq, ce qui est énorme en temps normal. Effectivement, ça va être plus dur de tenir des setups de 300, 400, 500 pips, même si je donne des signaux pour. J'ai fait le test plein de fois. Dès que je donne des signaux beaucoup plus longs, ils sont pas suivis plus longtemps. Donc c'est aussi pour ça que j'ai réadapté et que j'ai trouvé ça plus intelligent de vous apprendre à tenir vos positions, plutôt que ce qui marchait très bien, vous donner un SL et un TP fixe et vous dire que vous touchez absolument plus à rien, et qu'à partir de là, ce sera juste votre gain, et vous aurez... Qu'est-ce que je reçois? Ah, il faut que je réactive le micro d'Enguerrand. Alors, c'est où? C'est là-haut. C'est dans ici. Pourquoi il veut pas s'activer? Ouais, ça y est, tu m'entends, je pense. Ça y est. Je me disais, j'étais bien seul. Donc, oui, peut-être que tu as quelque chose à dire là-dessus, alors? Ouais, c'est surtout une question de psychologie, surtout, je pense. Et d'avoir une stratégie fixe. Je pense aussi. Tu parles bien de scalping, là, excuse-moi, parce que Oui, l'idée, c'est en fait, c'est de pouvoir arriver à prendre sa position sur du court terme, être capable de la tenir, mais surtout l'idée de pouvoir bien protéger ses positions dans l'optique où c'est très compliqué, avant d'avoir beaucoup d'expérience, de garder un setup où on est rentré à pas mal de lots sur le Nasdaq, par exemple, pendant 3 jours, sur un signal. Déjà, quand on l'a produit soi-même, c'est compliqué. On en parlait hier soir ensemble. Quand on n'a pas produit de signal, il faut pas être dans l'euphorie en disant c'est sûr qu'il va avoir raison, ça va forcément aller exploser le TP, je protège pas. Il faut pas non plus pas avoir protéger trop vite et pas avoir confiance. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai réadapté la stratégie parce que je savais et que j'ai observé que même si je donnais des objectifs beaucoup plus loin, les trades n'étaient pas forcément gardés plus longtemps. Donc je me suis dit c'est plus intelligent de travailler à essayer de vous faire optimiser votre temps en position, qui va être souvent de quelques minutes à quelques heures, peu importe la taille du signal, et essayer de préserver le risque sur ces signaux-là, plutôt que d'essayer toujours de vous faire gagner, essayer de vous faire garder des positions sur plusieurs jours, alors que là forcément ça vous fait intervenir, et souvent les écarts de résultats vont être bien plus grands entre vous aussi. Ouais, donc, je pense surtout que sécuriser une position, je pense que ça se fait pas n'importe comment, et c'est pas déplacer un stop par rapport au prix, mais plutôt sur le passé. Parce que si tu suis par exemple une théorie de dos, tu peux facilement détecter des sommets, des supports, des résistances. Et je pense que c'est là-dessus, dans un premier temps, que tout le monde peut commencer à placer son stop plus ou moins correctement, sans avoir beaucoup de notions de ce que peut faire le prix dans le futur. C'est ça, c'est une notion intéressante. C'est pour ça que je dis toujours, regardez le marché de manière horizontale, et les supports résistance, c'est la clé. Effectivement, il faut que vous arriviez à placer, c'est ce qu'on a fait sur un signal, je vous ai donné le SL exact, le SL positif à mettre. Il faut que vous arriviez vraiment à repérer des niveaux de résistance et de support forts. Par exemple, on voit sur ce signal ici, vous voyez, bon, ici vous avez un niveau de résistance, certes, on voit ça correspond à ces mèches ici. Ici, on a les mèches hautes, ça correspond à un autre niveau de résistance, les 8700. En plus, c'était vraiment le niveau clé d'ailleurs que je surveillais beaucoup toute la semaine quand on l'a travaillé. Et ben vous pouvez voir que par exemple, quand on a cassé ici,
vous pouviez avoir une stratégie en vous disant ici on a un très fort support, donc le prix en étant passé au-dessus a de grandes chances en revenant. Donc là on est sur une plus grande unité de temps, mais si on est en M15 on verrait le prix redescendre éventuellement. Et là vous pourrez vous dire si je mets mon stop, ce qui est souvent le cas des amateurs, vous allez mettre votre stop pile ici, pile sur le support, ou par exemple pile ici sur le pivot hebdomadaire. Et c'est là où il faut être plus intelligent. Vous voyez par exemple ici on a typiquement le cas ici. On a un scénario, on casse le pivot hebdomadaire, on revient se poser dessus, et qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez qu'en fait, on a méché dessous. Donc, si vous avez mis votre stop juste là, votre trade était perdant. Alors que si vous savez qu'ici, c'est un gros niveau de support qui risque de faire rebondir le cours, mais qu'en plus, vous prenez un peu de marge, finalement, vous pouvez mettre votre stop sous le niveau d'en dessous. D'ailleurs, on voit que là, avec les pointillés, il y avait un niveau qui avait été, ça devait être un ancien plus bas ou plus haut. Ça, c'est les schémas que je mets pour les anciens plus bas ou plus haut, les cours de clôture, etc. Vous voyez qu'on avait un niveau. Voilà, typiquement, le bon trader, il va placer son stop à cet endroit-là. Parce que justement, il y a toute cette zone-là de résistance qui va faire qu'il y a très peu de chances qu'on vienne chercher ce plus bas. C'est ce qui s'est passé sur le vendredi, j'ai scalpé sur Naipa. C'est mal passé parce que je suis rentré un peu tôt. Au moment où je suis rentré, ça a coulé. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Je vais voir si je peux retrouver le setup. C'était en 15 minutes. On va mieux le voir parce que c'était le plus bas de la journée. Voilà. C'était ici. Ici. En fait, j'avais placé mon stop pile ici. Et on a mis très longtemps à rebondir. Ça m'a fait, et voilà. Et j'avais fait quoi? J'avais étudié, j'avais vu qu'il y avait le pied hebdomadaire, la clôture du jour précédent, le bas du jour précédent, et j'avais étudié que ce niveau-là, d'ailleurs, on pouvait le voir, c'était l'ancienne zone de résistance qui a été cassée ici. Hop. Là, on peut voir qu'il y avait un range ici qui s'est formé. Vous voyez comment on est venu rebondir dessus? Typiquement, là, l'amateur stratégique où il perd tout le temps, il a mis le stop pile dessus. Et s'est touché au millimètre et il dit oh j'ai pas de chance, j'aurais mis mon stop. Alors que s'il avait bien étudié, il aurait vu qu'ici on avait vraiment un gros niveau de résistance, encore un niveau, le dessous du nuage. Si on étudie, on voit que ça correspondait à vraiment d'autres niveaux clés au cours du temps. On voit que ça correspond ici à cette ancienne zone de support aussi. Donc c'était très judicieux de mettre son SL ici. C'est ce que j'ai fait. Et au lieu de perdre 1000 euros, finalement j'ai gagné de l'argent. Donc l'importance de placer son stop, il est primordial. Il est vraiment primordial. Donc le résumé de tout ça, c'est de dire qu'il faut placer son stop au-dessus ou en dessous d'un support ou d'une résistance, du coup. Exactement. Et plus vous arrivez à les hiérarchiser, je vous ai donné pas mal de clés dans les précédents zooms pour réussir à les hiérarchiser, plus vous placerez votre stop de manière pertinente. Ce sera pas forcément je sécurise 80% de mon gain, mais ce sera sous ce niveau-là, j'ai un prix qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin. Je vais peut-être pas clôturer mon prix ici, je vais peut-être placer mon SL là et laisser tout ça redescendre, certes, mais j'ai calculé que j'avais 90% de chance, après c'est à vous de faire le calcul, ce que je vous dis tout le temps, il faut calculer la probabilité de réalisation, et il faut voir ce qui est le plus intéressant. Si vous dites certes j'ai reperdu tout ça, mais je lui laisse une chance d'aller beaucoup plus haut. Et c'est typiquement ce qui s'est passé. Et c'est typiquement comme ça que le trader pro va toujours aller chercher beaucoup de points en risquant peu parce qu'il va rentrer sur du court terme, qui va toujours invalider son scénario très rapidement et qui va être capable de sacrifier un pullback. C'est pour ça que j'essaie de vous apprendre, et je vous l'ai fait faire en 5 minutes parce que je savais que vous avez beaucoup de mal à tenir les positions avec des petits capitaux, certains forcément. Donc en 5 minutes, c'est pas mal. Vous pouvez le faire en 2 heures. Vous voyez qu'en 2 heures, il faut être capable de se vivre un pullback de 300 points sur une unité de temps de 6 heures ou de 8 heures d'envergure, d'amplitude. C'est très compliqué. Alors là, sur le 5 minutes, c'est déjà plus dur. Ça dure 15, 20, une demi-heure. 15 minutes, une demi-heure. Mais quand même, vous pouvez placer votre stop sous les niveaux plus hauts et vous laisser une chance d'aller beaucoup plus loin tout en ayant vécu la zone de pullback. D'ailleurs, et c'est pour ça aussi que j'adore les indices, quand ça part, là on a eu la bonne news des médicaments là, d'un traitement, effectivement, vous voyez que c'est souvent des petits pullbacks, surtout sur le Nasdaq. Donc tout l'intérêt d'être capable de justement vivre ces pullbacks qui sont très très durs pour les amateurs, je pense qu'en Garant tu vas pouvoir aussi dire un mot dessus, c'est vraiment le plus dur en fait, c'est soit clôturer au plus haut tout de suite, en ayant fait le choix d'être agressif, de sortir haut, protéger au plus court, et de pas vivre ce pullback et d'éventuellement re-rentrer, soit d'être capable de vivre le pullback. Et moi je parle vraiment d'expérience, il m'a fallu des années pour être capable de même vivre un petit pullback comme ça, en étant rentré ici et en étant avec ça de gain. C'est extrêmement dur. Et moi, c'est en connaissant ces difficultés-là que j'essaye de réadapter et de vous apprendre à tenir ces positions. Parce qu'en fait, effectivement, ça vous paraît dur et frustrant parce que parfois vous allez gagner moins de points, mais c'est surtout que si vous maîtrisez ça, vous minimiserez le risque. Et comme je vous le dis en permanence, j'ai vu tellement de traders fabuleux, censés être professionnels, etc., disparaître, que je pense que se préserver du risque, c'est vraiment le mot clé, garde-fou en trading.
Ouais, puis je pense que sortir au plus haut et re-rentrer au plus bas, je pense que c'est ce qui est le plus difficile dans ton signal. Bah, ouais, c'est ça. Après, bon, voilà, c'est un choix. Comme je vous dis, il faut pas être dans l'entre-deux. Il faut soit se dire, je break, entre guillemets, je break even, je mets juste au-dessus et j'essaye vraiment d'oublier mon trade, comme tu disais. Enguerrand, il me disait ça hier soir. Il me disait, bah, il faut fermer l'ordi. Tu fermes l'ordi, tu le rallumes le lendemain. Ça, c'est voilà, t'as protégé ton trade, tu l'oublies. Ça, c'est vraiment le choix Ah, qui fait que le nombre de fois, je vous l'ai déjà dit plein de fois, que vous vous retrouvez à vous dire, si j'avais gardé ma position 2, 3, 4, une semaine plus tard, ou alors se dire, voilà, je protège serré, un gain est un gain, le marché est dangereux en ce moment, je remonte mon SL vraiment très vite pour essayer que si par exemple j'ai gagné 80 points, je sorte avec au moins 60 points. et puis j'ai surtout dit ça par rapport à tes signaux, parce que la qualité de tes signaux, elle est quand même incroyable. Ça fait 8 ou 9 ans que je trade. Moi, je trade pas du tout comme Guillaume. Je suis scalper pur et dur sur futur. Et j'ai jamais... moi, je suis pas capable de trader comme Guillaume le fait sur ses signaux. Mais vu la qualité de ses signaux, le drawdown, le peu de drawdown qu'il encaisse à l'entrée d'une position, pour moi, c'est très difficile lorsqu'on connaît l'entrée et la sortie, parce qu'il donne toujours un take profit, de pas sortir en gain sur un de ces signaux. À moins qu'évidemment le signal est invalidé et c'est une direction au SL. Mais je disais à Guillaume hier de fermer l'ordinateur parce que concrètement, 90% de ces signaux vont peut-être pas toucher le TP, mais pas loin quoi. Effectivement, il Je faut pense vraiment le que tirer. Vas-y. je pense que la plupart des comptes sont pas forcément des très gros comptes et qu'il y a peut-être un money management aussi qui est pas forcément respecté. Après, je sais que la taille des lots est pas forcément petite sur les indices, mais je pense que le concept c'est de se dire combien je suis prêt à perdre et voilà, dépendre de l'envie. Si vous suivez les signaux de game. En fait, c'est ça, c'est plutôt qu'à d'être frustré et dire finalement, c'est bizarre, 2 jours plus tard, il annonce ça comme résultat. Moi, ce que j'essaie de vraiment vous inculquer avec ça, c'est regardez ce qui se passe si on tient la position. Ça veut pas dire qu'il faut pas sécuriser du profit. Il faut jamais laisser un trade vert redevenir rouge. Mais tout l'intérêt, justement, comme disait Enguerrand, d'avoir des signaux à 0% de drawdown, c'est que, certes, peut-être 4 fois sur 5, vous allez prendre que 10, 20 points parce que votre break-even va être touché, mais avec des stops très courts, c'est ça que j'essaie de vous inculquer, vous voyez bien que très vite, vous pouvez vous retrouver avec un énorme gain, même si sur le 1/5 du temps, cette fois ça part bien et vous avez pris aucun risque, vous vous retrouvez justement à pouvoir être le lendemain avec un gain fabuleux que finalement vous n'avez même pas prévu parce que d'habitude vous pensez vraiment que à juste sécuriser un peu trop court, un peu trop serré. En fait, l'idée c'est que vraiment faites le choix de soit très serré et après vous êtes capable de re-rentrer, un peu comme disait You, il est capable de re-rentrer en scalping sur le signal, etc. Soit vous mettez break-even et vous êtes capable de quand même laisser un peu vivre le trade. Parce que quand je donne un objectif, et c'est ça sur lequel il faut que vous soyez mobile, étudiez la taille entre le SL et le TP. Et si je mets un TP à 100 points, effectivement, là, l'idée, ça veut dire que si vous en chopez déjà 20, c'est déjà très bien. Si on met un TP à 300 points, ça veut dire qu'effectivement, faut pas forcément clôturer, mettre son SL en positif ou ABE des deux pips de gain. Je pense que c'est ça que tu voulais dire aussi en gain, qui moi me paraît important. Mhm. Ouais, tout à fait. Le plus dur, c'est de se mettre à break-even parce qu'on sait jamais là, quand est-ce qu'il est assez parti pour peut jamais revenir. Dans tes signaux, en tout cas. Voilà. Et après, il y a un truc, c'est que quelque chose de très frustrant pour les amateurs, c'est de mettre break-even, on va toucher 80 pips et il est touché, le break-even. C'est pour ça que moi, je conseille qu'à partir de 50 points, pour moi, il faut sécuriser au moins 30 pips. Pour moi, dès qu'on a atteint 30, 40, 50 points sur les indices, peu importe l'indice, c'est un très beau trade. Même si on en cherchait 300. C'est un très beau trade. Parce que quand on arrive à les enchaîner, comme je vous dis, comme il y en aura un de temps en temps qui va faire 300, 400, en fait, vous faites plein de plus 30, plus 30, plus 30, plus 20, plus 10, plus 30, plus 50, plus 70, plus 300. Et là, arrive un SL à 50 points. Donc, vous voyez qu'à la fin, après, c'est qu'une question, comme je vous dis, d'investissement pour arriver à X euros de bénéfices. Il faut arrêter de compter les points. Il faut vraiment essayer à la fin être rentable en termes de points. Et pour ça, ce que vous avez à faire, c'est certes utiliser des risques reward 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4 qui vont vous permettre dans votre tête de vous conditionner à aller chercher beaucoup de points pour peu de SL et en fait arriver peut-être à autant d'espérance de gain de SL ou de perte, donc de gain ou de perte et finalement arriver à 75, 80, 85, 90% de réussite et être extrêmement rentable. Voilà, donc faut pas faire une fixette je pense sur le nombre de points comme souvent c'est ce qui ressort dans les témoignages.
Et puis je pense que déjà trader avec un ratio de 1-1, c'est déjà extraordinaire. Parce que vu la qualité de tes signaux, personne peut perdre de l'argent avec un ratio de 1-1. C'est-à-dire, enfin, je m'explique, mais un ratio de 1-1, Guillaume ne donne jamais un ratio de 1-1. Il donne généralement un ratio 1 pour 3 ou 1 pour 4, 1 pour 2 de temps en temps. Mais en gros, sortir 1 pour 1, c'est difficile de perdre de l'argent sur ces signaux parce que son SL, il est forcément assez court. Donc, ça veut dire que vous sortez assez dans un très court temps. Un SL de 100 points avec un TP à 100 points, je pense que c'est largement réalisable sur tes signaux. Et ça fait énormément de gains. Sur tes signaux, bien sûr. Oui, il y a une solution, effectivement, c'est vous pouvez voir le SL et mettre la même taille de TP. Après, voilà, il y a différents contextes. C'est aussi à vous de jamais craquer et de jamais vouloir faire all-in sur un trade. Ça, c'est vraiment l'atteinte au portefeuille. La plupart des atteintes au portefeuille que vous faites, elles sont pas spécialement sur des heures de trading. Elles sont sur des heures de money management. Il faut vraiment que vous soyez capable de voir qu'un signal, c'est l'occasion de gagner beaucoup d'argent, mais enfin un signal, mais avec un investissement modéré sur le long terme. C'est-à-dire que si vous en faites deux bien pour en faire un catastrophique, parce que sur celui-là vous le sentez bien et vous avez investi 6 fois la somme, ça sert absolument à rien de trader. Il faut vraiment que vous voyez sur du long terme. Plus vous verrez court terme, plus vous perdrez dans le trading. Comme je dis toujours, c'est pas une course, c'est un marathon. On l'a très bien vu sur le copy trading, c'est la même chose. Il faut vraiment penser d'abord à survivre et après penser à gagner de l'argent. Et pour survivre, il faut vraiment que sur votre trading manuel, vous sachiez, comme disait Enguerrand, c'est très important que vous soyez préparé à combien vous allez perdre d'argent. Si vous soyez capable de vous dire, ok, ce SL, ça fait 15 euros. Est-ce que tu es prêt à perdre ces 15 euros-là? Oui, tu vas bien vivre le fait de perdre ces 15 euros. Tu te seras juste dit, ok, c'est le marché qui m'a pas donné le trade, c'est pas une mauvaise analyse, faut pas remettre en cause à chaque fois sa méthodologie juste parce qu'on a raté un trade. Non, il y a des aléas de marché, on réfléchit en termes de probabilité, on essaie d'être probabiliste et en ce sens, forcément que il y a des trades qui vont pas passer et il faut juste que vous soyez préparé à les vivre pour pas décaler votre SL. L'erreur fatale, on ne répétera jamais assez, ne jamais décaler votre SL, sauf si vous avez repéré justement, comme j'ai fait sur USDZAR, que c'était un peu bête et que il y avait un très très gros level et qu'à titre exceptionnel, en fait, en mettant là, le trade devenait à 90%, revenait à 90%. Voilà, en fait, moi, c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner sur ça. Je laisse Enguerrand en parler après. C'est vraiment, comme je vous dis tout le temps, essayez à chaque instant de vous reposer la question avec les nouvelles informations données par le marché. Est-ce que je suis encore, alors je prends toujours le symbole, hein, mais c'est bien sûr symbolique, des 90%, est-ce que je suis toujours à 90% à l'instant T de réussite par rapport à mon objectif? Est-ce que là, c'est pas plus intéressant de sortir, enfin pas sortir maintenant, mais de protéger très court parce que le marché vient de me donner une information pour me dire ça va se retourner très fort. Là, il y a 40% de chances que ça se retourne. Et ben là, je sais que je dois protéger. Il faut vraiment, moi, j'essaie de vous rendre autonome sur ces questions-là parce que sans être accompagné, c'est évident que la plupart d'entre vous, vous perdez, vous allez tenir une semaine sur les marchés, c'est normal. Suivre des signaux, c'est très compliqué. Je suis le premier à le dire. Le but, c'est vraiment de vous apprendre ma méthode et de vous apprendre la méthodologie pour que vous soyez capable de reproduire par vous-même. Mais en attendant, effectivement, je pense que le plus dur, c'est ce qu'on disait aussi hier avec Enguerrand, c'est être capable de tenir sa position et la gestion en position une fois que vous êtes gagnant. Et moi, c'est vraiment ça que je retiens et que vous devez retenir. C'est que j'essaye de vous inculquer le SL court, toujours le risque très faible. Et quand la position part bien, donc tout l'intérêt de prendre les signaux, là, on cherche à optimiser au maximum entre guillemets, cette belle fleur qu'on essaie de faire pousser dans son jardin. Et c'est pour ça que moi, j'essaie de vous mettre en condition de 0% de drawdown avec pas énormément de signaux, mais des signaux qui vous mettent tout de suite en gain pour que vous appreniez à vivre un trade positif et que vous appreniez à le vivre de manière professionnelle. Et qu'après, vous compreniez que vous avez jamais intérêt dans le rouge dans le trading. Et que moi, mon trading il est censé vous montrer, ce qui est montré nulle part sur la place boursière, qu'on peut faire du trading en étant jamais dans le rouge. Et si j'arrive à vous inculquer ça, bah, j'aurais un peu rendu ce que le trading m'a donné, parce que moi j'ai eu tant de mal, et voilà, Enguerrand pour en parler aussi, pour arriver à nos niveaux, c'est des niveaux, voilà, c'est évident que si vous voulez arriver à ce niveau-là, il faut pas rapasser comme moi et comme Enguerrand, 5 ans, tous les jours devant les écrans, à tout comprendre, à tout étudier, etc. Moi j'essaie de vous donner des clés pour être rentable rapidement et avancer, mais effectivement aussi c'est forcément à vous de mettre tout ce qui est tout ce que vous pouvez en œuvre pour justement, si vous le souhaitez, changer votre vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que le trading, parfois j'ai mal parce que j'ai l'impression que ça perd de sa valeur justement sérieuse. Alors que justement, ça n'a rien de sérieux et c'est ridicule, etc. Je suis le premier à le dire tout le temps, vous le savez. Mais pour autant,
Si on le fait de manière sérieuse, si on le fait pas comme un jeu, alors on peut changer sa vie et alors tout est possible puisque l'argent n'est qu'un moyen, vous le voyez bien. Et donc c'est juste ça en fait. Dites-vous vraiment que moi je donne beaucoup pour que vous soyez capable de faire la même chose. Donc dites-vous si je travaille un peu et je peux arriver à ça, ça vaut peut-être le coup finalement. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui prennent autant de temps pour vous. Je vois bien les autres groupes de signaux, y a pas du tout de contenu technique, ils vous relancent du vocabulaire qui a été ressorti plein de fois. Il faut comprendre que moi j'ai beaucoup souffert pour pouvoir atteindre ce niveau de connaissance, parce que c'est caché. Et Enguerrand, lui, il le connaissait. C'est ça qui m'intéressait beaucoup quand on s'est rencontrés. C'est qu'il y a peu de gens qui sont capables de le savoir parce que c'est vraiment dans la haute finance, c'est dans des sphères professionnelles. On a tout fait pour qu'on n'y accède pas. Et moi, mon but, c'est vraiment de vous dire, moi, à la base, je voulais pas le mettre sur vidéo, tout ça. Là, ce que je fais là, c'est vraiment, bon, ça a pris une autre tournure, etc. Mais c'est vraiment des clés qui sont extrêmement simples. Le trading, c'est devenu, moi, je bataillais sur le Forex pour sortir 5 euros du marché pendant des années. Enfin, je rigole, mais pour vraiment sortir de l'argent, si j'avais l'impression que je pouvais pas mieux trader. Là, vous avez des clés où vous pouvez arriver à du 100% de réussite. Donc, arrêtez de toujours tout critiquer et dites-vous qu'en fait, c'est facile, il suffit juste de bien appliquer les règles. Mais par contre, ça s'apprend pas en 2 jours, c'est évident. Il y a énormément de choses à savoir, il y a une connaissance même instinctive du marché, une relation aux bougies, à la psychologie, tout ça, et puis surtout quand on augmente de l'eau, il faut être capable de travailler sa psychologie et son mental pour survivre avec les lots qui sont supérieurs. Et en fait, on se remet à trader comme un débutant dès qu'on augmente les lots. Donc il y a aussi un énorme travail à faire, et ça, vous le négligez tout le temps. Je vais me taire après ça, mais ça, c'est vraiment très, très, très important. Il faut vraiment que vous pensiez d'abord à gagner de l'argent dans cette optique-là. Ça, c'est Correctement. vraiment la base. Ouais, Je te puis laisse enchaîner. je pense qu'il y a une grosse part de psychologie. Et je pense que c'est vraiment le plus dur. Et je pense qu'avec Guillaume, on l'a connu pendant de nombreuses années. Je l'ai dit encore à Guillaume hier soir, si j'avais connu Guillaume dans mes débuts, j'aurais peut-être économisé 40 000 ou 50 000 euros de compte cramé. Parce que moi, j'ai passé des années avant je suis passé partout. J'ai tenté le chartisme, parce que je lis souvent dans le chat de BNG et je vois que, mais c'est normal, tout le monde essaie de chercher son truc et son style de trading et sa manière qui lui convient le mieux. Mais moi, j'ai trouvé la mienne en faisant du scalping et c'est ce qui me convient parce que j'ai un gros problème de psychologie déjà. Et c'est le seul moyen de pouvoir gérer ma psychologie parce que je supporte pas être sur le marché. Je suis peut-être un peu drogué au trading, mais je peux pas rester longtemps sur le marché avec une position ouverte. Donc le scalping, ça m'a vraiment permis de faire du gain rapide et c'est ce dont j'avais besoin. Maintenant, je pense que tout le monde doit travailler sa psychologie parce que même en scalping, de temps en temps, on peut se faire peur. Et je pense que tant que la psychologie, elle est pas là, euh, c'est très compliqué de faire du gain, même avec les signaux de Guillaume, parce que lorsque vous mettez un peu trop de l'eau et que tout d'un coup vous prenez 100 ou 200 balles, enfin, je pense pour des gens normaux, c'est pas une petite somme. Et du coup, on a tendance à vouloir faire un métaux en se disant c'est pas grave, Guillaume en renverra un autre demain et je referai 200 balles. Et du coup, c'est toute une psychologie. Je pense qu'il faut pas regarder le montant, il faut pas regarder non plus le nombre de pips, parce que Guillaume le dit souvent. Mais je pense qu'il faut surtout se mettre sur des ratios, regarder le graphique, les stops, le take profit, quitte à baisser son take profit, à remonter son stop. Mais je pense que la psychologie, elle commence par arrêter de regarder combien on gagne, combien on perd, et il faut se fixer des objectifs. Guillaume les fixe pour vous, et ensuite il faut vraiment les respecter. Mais je pense que le plus dur, c'est vraiment de travailler la psychologie. Je pense. Exactement. Et c'est tout l'intérêt, en fait. C'est quand j'ai, excuse-moi, je te coupe, mais Vas-y, vas-y. quand j'ai commencé à me dire combien je suis prêt à perdre, comme disait Guillaume, et que je me suis dit, bah voilà, je vais mettre 100 balles sur ce trade, sur mon SL, et bah si je les perds, c'est pas grave. Et en fait, bah à partir de ce moment-là, quand j'avais compris qu'en fait j'avais plus peur de perdre, euh, bah j'ai commencé à gagner en fait. Parce que la chose simple, c'est de se dire combien on est prêt à perdre. Bah, certains seront prêts à perdre, je sais pas, 10 euros. Et bah du coup, on va trader avec du 0,001 lot sur le forex, en se disant je vais aller perdre 75 centimes sur un micro SL. Bah, c'est pas grave. Bah là, tout de suite, on commence à faire du gain, parce qu'en fait, si ça touche le SL, on s'en fout.
Et du coup, je pense que de temps en temps, on a tendance à mettre un peu trop de l'eau, à charger un peu sa position, et du coup, la psychologie, ça devient très compliqué, quoi, de gérer un trade quand on a peur de perdre ou de pas gagner. Guérand, il m'a dit quelque chose de marrant. Il m'a dit, j'ai une technique, je froisse un billet la taille du SL, et je le cache dans mon appartement ou dans ma maison, et comme ça, je suis préparé, je l'ai perdu, entre guillemets. Et c'est tout l'intérêt, en fait, c'est que, au-delà de la métaphore marrante, c'est que quand vous êtes sur un compte démo, vous êtes performant. Pas parce que vous savez trader, mais parce que vous avez aucun biais psychologique, vous avez aucun biais cognitif. Et c'est ça qui est très intéressant. Et je vais vous faire un tout petit point sur F2Market. Après, on va passer rapidement aux questions parce que en Guérande, voilà, on va faire un peu court aujourd'hui. C'était vraiment pour avoir un témoignage. De toute façon, tout le savoir des techniques, vous les avez dans les autres Zooms. Je ferai la dernière template la semaine prochaine. Et puis après, on continuera à perfectionner. On essaiera de faire aussi peut-être un zoom avec les questions-réponses. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, vous pouvez travailler ce côté psychologique. Justement, c'est tout l'intérêt de toujours en avoir, entre guillemets, rien à faire de ce qu'on peut perdre sur le trade. C'est que vous maîtrisez, vous avez de l'avance sur le money management. Parce que comme on disait, quand vous augmentez les lots, vous êtes face à une grosse difficulté. C'est que vous redevenez justement au stade. C'est comme si moi, demain, je dois trader 200 millions. Je vais rentrer sur le trade, je vais être comme un débutant. Et c'est là où vous devez vraiment pas aller plus vite que la musique parce que c'est la chose qui vous fera cramer le plus vite. C'est ce qui a détruit tous les traders. C'est comme ça que les pros s'amusent à, entre guillemets, voler l'argent des petits, au-delà des brokers qui recréent des cours, etc. Effectivement, si vous n'arrivez pas assez armé sur les marchés et sur du court terme avec l'idée de vous amuser, vous divertir et de gagner de l'argent facilement, vous avez rien compris. C'est le gros paradoxe du trading, c'est que ça paraît le métier le plus facile du monde et en fait c'est le métier le plus dur du monde. Je pense que tu peux confirmer ça. En gros. Voilà, alors tout petit point sur Wave, qu'est-ce que je voulais dire. Après, on était passé aux questions rapidement, je vois qu'il y en a déjà pas mal. Alors, on est en train de tout restructurer. Donc là, on va passer voilà, avec un objectif, c'est de concurrencer IG d'ici un an. Donc là, on s'est armé de gens qui nous ont rejoints de la banque, très haut placés, de polytechniciens, de gens qui développent justement de l'intelligence artificielle. Donc on a tout un département de IA, pardon, qui est en train de se développer, qui nous permet de nous automatiser plein de choses dans notre schéma interne. Donc ça vous intéresse pas, mais surtout qui va vous permettre à vous de développer énormément d'algorithmes qu'on va développer à tous les niveaux, en plus de Tornado. Merci Laurent, qui viseront justement à vous accompagner sur les trades. Et vraiment de développer des outils aussi pédagogiques en plus des conditions de marché. Donc je précise aussi, bien sûr, comme je vous l'ai dit vaguement sur le chat, d'ici une semaine, 2 semaines maximum, on aura les meilleures conditions de marché, même au niveau des spreads, que vous puissiez trouver sur tous les brokers, en direct marché bien évidemment toujours. Et donc voilà, l'idée c'est qu'on est en train de aussi s'armer de sales traders, etc. Donc on est en train on récupère des gens de la banque, donc de SG, etc., de la banque postale, enfin des gens qui étaient traders et qui tradaient des milliards pour ces banques-là. Là on a quelqu'un dans l'équipe qui nous rejoint, qui a été sur le desk de Jérôme Kerviel à la SG, là, donc qui était sur le plus célèbre desk qui s'appelle le Delta. Ils ont gagné, ceux qui ont gagné le plus d'argent l'année dernière à la SG. Ils ont fait 200 millions d'euros de bénéfices. Voilà, donc c'est cette personne-là qui revient, qui va proposer ses algorithmes au sein du broker. Et on est déjà en train d'en créer ensemble un à partir de ma stratégie, que ce soit automatique ou de l'auto trading, avec même des algos qui nous diront quand acheter, quand vendre. On va peut-être passer aux questions alors. Ou la stratégie, c'est pas souvent si on part sur longtemps, l'expérience pour savoir. Bascule du scalp ou du swing. Alors l'idée c'est que dès qu'un scalp part bien, vous pouvez le transformer en swing. C'est vraiment le but, c'est que un scalp qui met du temps à partir, fermez-le. Un scalp qui part bien, essayez de le transformer en trade. Et s'il part magnifiquement bien, ça explose même sans vous, vous n'avez même pas le temps de voilà. Et ben alors dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Et en fait, tout l'intérêt, c'est moi ce que j'adore faire, c'est après je passe dans les autres unités de temps. C'est que je rentre sur du scalping. Et après, si ça se met en ordre sur un bon level, et ben, on regarde par exemple ici sur le Centric, vous pouvez voir qu'après sur le 5 minutes, et ben, ça se met en ordre aussi. Donc après, vous avez un signal sur le 5 minutes. Et après, vous allez pouvoir regarder votre 15 minutes et il va aussi vous donner un signal. Tout l'intérêt, c'est voilà, c'est que en rentrant sur des tout petites unités de temps, après, on voit les autres bougies, si on est bien rentré sur les niveaux clés que je vous apprends, vous êtes tout de suite dans le bon tempo. Et après, vous voyez les bougies s'aligner avec vous et vous donnez vraiment un signal à chaque fois de plus en plus fort parce qu'une unité de temps grandit.
et qui conforte votre analyse. Et c'est là où vous devez être capable justement de transformer votre scalp en swing. Si tu veux Moi, ajouter quelque chose, je t'en prie. j'ai une petite chose à rajouter, plus technique. C'est quand un scalp part dans le mauvais sens, bon, généralement ça se voit tout de suite. Ça, c'est peut-être un peu avec l'expérience. Mais après, ça dépend quel style de scalping on fait. Moi, je traite les chiffres ronds et les points de pivot. Je suis sur du 21 ticks, donc je suis c'est très très précis. Hormis les bougies qui vont m'indiquer le sens dans lequel part le trade, je regarde aussi souvent la volatilité du cours. Moi, je traite beaucoup le Dow Jones sur les indices, et par exemple, en temps de crise, j'ai tendance à m'autoriser un certain nombre de points dans lequel il partira dans le mauvais sens. Ça veut dire que même si, par exemple, je donne un exemple, mais je m'autorise 40 points cette semaine sur un SL en scalp qui part vraiment mal. Et si jamais il passe à 50, mais qu'il remonte après dans le bon sens et qu'il explose à 200, tant pis. Je vais pas rentrer, je laisse tomber mon scalp. Pour moi, un signal que j'ai foiré, je le laisserai toujours tomber. Et après, évidemment, il faut analyser sur les jours passés pour se rendre compte où est-ce qu'on peut vraiment mettre son SL. Parfois, on peut s'autoriser 20 points en se disant, ça bouge pas non plus tellement, les points pivots réagissent bien, les chiffres ronds aussi, on peut le placer juste derrière. Et quand on regarde les graphiques de Guillaume qu'il avait juste avant d'utiliser sa carte bancaire, on voit bien que sur le Nasdaq, ça réagit super bien. Là, cette semaine, ça touche le point pivot, ça repart. Ça touche des chiffres ronds, ça repart. Tout de suite. Un peu juste que petit détail en plus. Je crois que je l'avais fait encore à chaque fois, ça se que valide pas, je sais pas pourquoi. J'espère que je vais pouvoir le faire avant que ça coupe. Allô? Ouais. Attends, ah oui, alors du coup on a plus les questions. Ouais, désolé tout le monde, j'ai upgradé 10 secondes trop tard. À 10 secondes près, on était bon. Moi, j'ai une question de Benny dont je me rappelle parce que je voulais lui répondre. Il demandait lorsque un TP est open, où est-ce qu'il faut placer son TP. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En gros, faut fonctionner avec des ratios. Ça veut dire que un trade qui a un SL à 100 points et un TP doit être minimum à 100 points. Minimum, pour un ratio de 1 pour 1. Donc, lorsque Guillaume dit TP open, généralement, le TP open, de ce que j'ai pu voir, ça reste pas très longtemps open. Guillaume, il arrive souvent derrière pour modifier le signal et rajouter un TP. Et lorsque c'est open, l'idée, c'est que on calcule où en est le SL et de mettre un TP minimum au même nombre de points de l'entrée au SL. Minimum. Exactement. Tu demandais comment calculer la probabilité. Alors, en fait, l'idée, c'est que moi, je vous ai donné des setups à chaque fois. Si vous regardez les zooms avec le retracement des Fibonacci pour le 23.6, à chaque fois, c'est des éléments de 90% de réussite. Le RSI, quand il vient vraiment en 25-75 dans la zone de survente, quand on attend bien que ça recasse dans l'unité de temps qu'on attend, le premier passage de la journée sur les points pivots, tout ça, ce sont des arguments à 90% de réussite. Donc l'idée, c'est que si vous les cumulez, vous avez un signal, comme j'appelle, à 5% de réussite. C'est que sur ces signaux-là, quasiment, que j'essaie de rentrer. Vous, dans votre trading, ça veut pas dire que vous pouvez pas prendre d'autres setups. Peu importe votre façon d'analyser le marché, ça veut pas dire que vous n'êtes pas capable de trouver un setup, même par d'autres moyens que ceux que je vous ai appris. L'idée, c'est que vous devez évaluer vraiment, enfin pour moi, c'est la clé, combien vous avez de chances de gagner le trade à cet objectif-là. Et là, après, ça, c'est qu'une question de pratique. Effectivement, il faut pratiquer dans tous les domaines. Hein. Vous pouvez pas deviner les choses. Instinctivement, votre inconscient va s'en inculquer aussi, etc. Mais tout simplement, posez-vous la question, une fois que j'ai des nouvelles bougies qui m'ont donné des nouvelles informations, est-ce que ça remet en cause mon scénario? En fait, c'est tout simplement ce que je vous dis avec les couleurs. C'est pour ça que la Kenashi, c'est extrêmement simple. Vous les prenez n'importe quelle unité de temps. Vous savez si déjà par la couleur, vous restez dans la tendance de votre signal. Si vous êtes rentré à l'achat sur cette bougie-là, comme je vous ai dit, la tendance, alors en plus, il y a des cupes là, mais au-delà même de ça,
tant qu'on est bleu, vous pouvez considérer que votre le scénario n'est pas invalidé, puisque de bougie en bougie, le Hakanashi vous dit, attendez, sur la bougie normale, on est peut-être rouge, mais dans la réalité, moi, je vous dis qu'on est encore bleu. C'est tout l'avantage du Hakanashi, d'ailleurs, c'est que lui lisse le prix, et sûrement que peut-être sur cette bougie-là, c'était une bougie rouge sur les bougies normales. C'est tout l'intérêt. Voilà, donc posez-vous toujours la question, est-ce que mon scénario est toujours valide? Et s'il est valide, et c'est là où vous arriverez à avoir beaucoup d'avance, effectivement, vous pouvez optimiser, comme dit Enguerrand, essayer d'aller chercher quand même pas mal de points. Si un SL à 100 points, par exemple, aller chercher au moins 100, l'idée c'est que vous devez quand même, sur certains setups, être capable de vous dire, là j'ai des bougies qui accélèrent, qui me disent carrément que ici on est en train de réaccélérer, là je vais pas protéger très court. Voilà, il faut vraiment être capable de repenser la probabilité de votre scénario, de la continuation de ce que vous aviez prévu, en fonction de la taille des bougies. C'est quelque chose que vous prenez jamais en compte. On le voit très bien sur le fameux signal que j'attendais tout le mois, là, sous le MR1 mensuel, vous voyez pas bien. Mais là, c'est vraiment le scénario type à 100% de réussite que j'attendais, parce qu'on arrivait de très très loin, dans le sens de la tendance, pile, comme je dis toujours, acheter légèrement sous le pivot mensuel. Et là, on est venu réexploser les 8500 qui étaient mon TP sur le copy. Et on est même venu chercher beaucoup plus loin. L'idée, c'est que, vous voyez ici, on avait vraiment une accélération baissière. Et là, il y a énormément de traders qui se sont fait avoir sur les 8500 parce que c'était déjà un magnifique setup d'arriver de ici jusqu'au 8500. Mais cette accélération baissière et cette bougie nous donnait vraiment une grosse information pour nous dire, c'est pas là qu'il fallait acheter. Et là, on voit bien d'ailleurs le ralentissement, l'inversion de polarité, et comment les acheteurs reprennent la main, la loi de Dodo qui se construit parfaitement, les plus bas qui arrêtent de faire des plus bas. Là, vous avez un premier signe sur une bougie de 2 heures qui vous disait, là, on a arrêté la tendance. Et ça, si vous attendiez la fin de cette bougie-là, vous étiez très très bas. C'est sur mes entrées à peu près, 8400. Vous étiez, mais vous aviez attendu qu'on soit passé dessous et que le marché ait commencé à montrer que les acheteurs reprenaient la main. Et la grosse erreur de tous les débutants, et ce que vous faites sûrement avec mes techniques, c'est quand vous vous trompez, bien sûr, c'est que vous arrivez à vous rentrez ici, 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 et vous n'observez pas les accélérations haussières ou baissières. C'est ce qui, moi, me fait dire, sur n'importe quelle unité de temps, là, on est en train de tout casser. Par exemple, si là, j'étais rentré sur cette bougie ici, on voit pas bien avec le Fibo, je vais essayer de l'enlever. Je me trompe pas, à chaque fois, j'arrive pas à enlever les Fibo sur ce truc, je crois que c'est ça. Voilà. Donc là, on voit bien, voilà, par exemple, vous rentrez sur cette bougie, ici. La bougie d'après, vous dites, oula, accélération baissière. Et la bougie d'après, oh là là. Donc là, vous surveillez la bougie d'après, et finalement, vous sortez de votre signal baissier très très bas, en attendant vraiment d'avoir une confirmation qu'on arrête de faire des plus bas en plus bas et que la bougie est en train de se retourner. Vous pouvez même attendre encore plus longtemps. Et même si vous êtes très fort, vous savez que là, vous avez un setup à quasiment 100% de réussite à la hausse, parce que justement, vous observez la taille des bougies. Observez vraiment ça. Et en fait, ce qui compte, comme je l'avais déjà dit dans un zoom, plus la taille de la bougie, le corps de la bougie est grand à proximité d'un level, plus ça veut dire que ce level-là ne va pas faire office de résistance ou de support et donc faire rebondir les cours, les faire repartir à contre-marche, mais va au contraire être cassé. Donc ça, c'est vraiment un énorme point dans votre trading que vous pouvez améliorer. C'est les professionnels, ils vont observer la taille de la bougie arriver sur le niveau de résistance ou de support et ils vont savoir que si c'est une grosse bougie cassure, entre guillemets, justement une grosse bougie de volume, ça va être une bougie de cassure et que c'est peut-être pas par exemple un support qu'il faut acheter. Et de la même manière, et je finis, je laisse parler Enguerrand, on va regarder les autres questions. Il faut, comme je vous ai dit là il y a 2 jours, il faut vraiment que vous pensiez le marché de manière horizontale. Il faut arrêtez de voir que le marché il se déplace comme ça. Regardez juste comment il casse les niveaux et il va chercher plus haut à chaque fois. Et tout ce que vous avez à faire, c'est des stratégies où de niveau, vous mettez des selles très courts sous les niveaux et vous essayez d'aller chercher le niveau d'après d'au-dessus. Soit ici, soit ici. Mais vous voyez comment le marché, il se déplace en permanence. Ici, on avait une zone de compression, de range. On la casse, on va chercher la zone d'au-dessus. C'était cette zone-là. Vous voyez vraiment comment le marché, il se déplace de zone en zone. Il faut que vous arrêtiez de le voir se déplacer avec des trendlines, etc. Certes, ça marche très bien, la preuve, mais c'est pas ce qui marche le mieux. Ce qui marche le mieux, c'est horizontal, support, résistance, on casse, on va chercher au-dessus. De la manière que, comme je vous dis tout le temps, on va chercher de pivot mensuel en pivot mensuel. Là, on est venu quasiment au millimètre sur le R1 mensuel. On est revenu sur le niveau mensuel dessus quasiment au millimètre. Et là, on est reparti pour retourner au pivot mensuel tout droit. C'est une clé, c'est si vous faites du swing, les pivots mensuels, pour rentrer avec des SL, des stratégies très courtes, comme disait Enguerrand, le risque reward est aller chercher loin. Le niveau de résistance d'après, donc avec un TP, ça veut pas dire qu'on protège pas. Ici, il faut mettre un SL ici, bien sûr. Ça veut juste dire qu'on a déjà comme objectif
de gagner beaucoup plus d'argent qu'on peut en perdre. Et ça, si vous arrivez à vous l'ancrer, vous irez très loin. Et si vous êtes sur du plus court terme, et ben c'est la même chose, mais vous rentrez sur des plus petites unités de temps. Et si ça part bien, vous pouvez éventuellement transformer avec donc les bougies qui se transforment en plus grande unité de temps. Je sais pas si j'ai répondu comme vous vouliez. Enguerrand, tu veux dire quelque chose? Non. Je crois que c'est assez clair. Je sais pas si c'est assez clair. Des fois, on a des pullbacks. Pourquoi on attend les pullbacks et des fois, on rentre directement? Il n'y a pas une manière de prévoir un pullback. Alors, moi, parfois, je rentre pas au pullback parce que je sens que le marché va exploser sans faire de pullback. Ça aussi, c'est un point qui est très dur à comprendre pour les amateurs. C'est que, par exemple, on vient sur le niveau mensuel ici, là. Mettons, on casse. Je ne peux pas dessiner, enfin, je dessine. On casse ce niveau-là. Si on revient même pas se poser dessus et qu'on repart, ça, c'est un très, très, très fort signe qu'on est encore plus haussier qu'on le croit. Et c'est là où, justement, on peut se faire avoir. C'est que, parfois, que le marché montre qu'il fasse pas le pullback escompté, c'est un signe très très fort du marché qu'il faut rentrer avant qu'il touche le niveau de support. C'est par exemple ce qui peut faire dire à Ludovic de Swing Trade, j'ai raté beaucoup de setups depuis 2 semaines, comme Enguerrand lui a pas mal parlé, il le coach et tout, c'est super. Il gérait la frustration de ça parce qu'il est encore jeune, c'est normal. Mais c'est des setups sur lesquels, évidemment, pour le coup, il peut être frustré parce que sûrement ils ont même pas touché ces niveaux de résistance, il les a ratés et en fait ça a explosé encore plus fort. Là, c'est vraiment donc l'idée, c'est pas forcément de s'attendre ou non au pullback, c'est d'être capable de, dans l'idéal, toujours entrer au pullback pour être vraiment sur une, par exemple ici on le voit, et comment il a rebondi au millimètre sur les 8500. La stratégie d'achat, elle est parfaite au millimètre. On peut mettre un SL ici. Comme je mets souvent, par exemple, le 450 niveau symbolique d'en dessous, je vais vous le mettre à 60 points, je vais le mettre à 440 parce que le niveau des 450 est aussi un bon niveau. Enguerrand utilise beaucoup le niveau symbolique, il pourra en parler. On vient mettre un SL 60 points ici. On est revenu pile attendre le support et vous voyez la précision des indices, c'est pour ça que j'adore ça. On avait aussi en plus cette trendline qui était cassée, pullback, on a cassé la trendline pullback sur la cassure, sur la zone de cassure quand tout le monde croyait que j'en allais redescendre en bas. Et effectivement, bah là, c'est tout l'intérêt, c'est que vous rentrez sur une stratégie, vous avez attendu le pullback comme il fallait, et vous rentrez au millimètre au bon endroit parce que vous avez attendu le pullback. Et l'énorme erreur de tous les débutants, c'est de pas attendre les pullbacks. Alors, je mets juste une petite nuance. J'intègre une nuance quand même, c'est que effectivement, dans les marchés modernes, il y a de moins en moins de pullback. Les market makers s'arrangent pour faire des marchés qui cassent avec beaucoup moins de pullback que dans les années 70-80 par exemple. Donc ça peut être une difficulté supplémentaire, mais c'est pas grave, ça pouvait juste prendre moins de setup. Si vous en prenez pas qui passe pas, c'est pas grave, vous avez juste raté un setup. Et par exemple sur cette zone-là, rentrer, vous voyez, on a cassé cette zone ici. Celui qui est rentré là, il a rien compris. Il aura jamais réussi à vivre son trade parce qu'on aura fait pullback sur la zone de résistance, enfin de ce qui était support, qui a été cassé, qui demande maintenant une résistance. On voit qu'on a touché au millimètre sur cette zone que j'avais tracée là. Et qu'est-ce qu'il fait? On coule. Qu'est-ce qui se passe? Mais celui qui est rentré ici, alors sauf s'il est très intelligent et capable de mettre un SL là en se disant qu'en plus il peut vivre ça de pullback et que ça va être dur à vivre en termes de psychologie, même pour n'importe quel trader pro, peu importe combien il trade, bah forcément, le trader pro, bah lui il dit quoi? Il dit j'attends qu'on revienne sur là où on va refaire partir le cours, où les scalpers ont déjà réintégré la zone, et là, on voit bien que c'est d'ici que part le mouvement baissier d'ailleurs, jusque pile le support mensuel. Donc ça c'est très important. Même si vous ratez des setups, je pense qu'Enguerrand confirmera, attendez les pullbacks. Et essayez vraiment de rentrer, et c'est tout l'avantage du marché horizontal niveau support et résistance, vous pouvez le voir ici. Alors faut pas le mettre collé-collé, hein, faut laisser un peu de marge. Et là, c'est que vous rentrez vraiment sur des stratégies avec des SL très courts et c'est très vite invalidé et beaucoup d'objectifs de gain. Et c'est comme ça uniquement, en tout cas, il y a d'autres façons d'être rentable, mais je pense que vu comment marchent les CFD et ça fait quand même 3 ans que je donne des signaux et que j'accompagne les gens, je pense que c'est la meilleure façon de gagner de l'argent, le temps d'apprendre et d'être vraiment à un niveau exceptionnel. Tu as rajouté quelque chose? T'es plus là? Ça t'amute. Allô? Ouais. Ouais. T'entends? Excuse, ça t'amute. Ouais. Non, c'est exactement ça. Après, moi, par exemple, cette semaine, j'ai tradé un peu le gold sur le pivot daily. J'ai même pas attendu un pullback. Je suis rentré directement.
problème, c'est que je pense qu'avec l'expérience, on peut après peut-être rentrer directement sur ne même pas attendre le pullback. Mais au début, c'est quand même pas mal de confirmer que ça repart bien dans le sens qu'on souhaite avant de rentrer, quoi. Exactement. Vous devez confirmer que votre support est bien devenu support. Tu as totalement raison de dire ça. Ça, c'est une erreur que vous faites beaucoup. C'est pour entrer sans pullback, il faut vraiment avoir de l'expérience. C'est ce que je dis tout le temps. À chaque fois qu'on est dans le coaching, je dis la même chose. Et là, cette question est posée souvent, et je dis toujours la même chose. J'ai exactement ce que tu viens de dire. Attendez le pullback, de vraiment revoir que ça devient support, parce que si vous rentrez, vous n'allez pas être capable de vivre le pullback, justement. Si vous rentrez par anticipation. T'es reparti. Non, moi je suis là. Ok. Je suis en train de lire le chat. Moi aussi. Vous avez d'autres questions précises? Voilà. Et si on prend un cas classique, l'idée c'est que un scénario d'achat, par exemple ici, vous voyez, pullback sur le niveau. Si vous voulez vraiment, par exemple, faire votre setup en H2, vous avez un premier signal ici, mais bon, la longue mèche, vous pouvez vous dire attention, double bottom. Et là, bah voilà, si vous voulez vraiment être safe, vous attendez ce signal ici, et là vous rentrez et vous essayez d'aller chercher le gros niveau au-dessus. C'est pour ça que j'avais donné un signal où on avait mis le TP juste avant les 9000. J'ai vu qu'on bloquait juste avant le R1 mensuel. Finalement, que le R1 mensuel était un peu plus bas que ce que je pensais. J'ai dit, on ferme tout. Et on a fermé au millimètre ici. Petite parenthèse. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'attendre que vous confirmez que l'ancienne zone de résistance qui soit cassée ne soit pas une fausse cassure et qu'on la recasse dans l'autre sens, mais qu'on confirme avec des bougies. C'est pour ça qu'on parle toujours de price action. De vraiment attendre d'avoir un signal qui vous redonne la preuve que cette ancienne résistance cassée par inversion de polarité est bien devenue autre chose et qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir une stratégie d'achat ou de vente avec des SL très courts en sachant que si ce niveau-là est cassé, ça invalide votre scénario et vous devez être capable de vous restreindre et de vous dire c'est pas grave, je prends ma perte. Je prends ma perte. Si ça vient ici, ça invalide mon scénario. Peu importe ce que je peux croire, remettre en cause, oui, mais non, parce qu'en fait, il y a Trump qui va faire un tweet à 22h52, donc c'est sûr, ça va. Voilà. Il faut rester le plus terre à terre possible et être capable de vous dire que vous avez tort. Et que c'est pas grave, ça remet pas en cause la méthode. Juste répondre à Sabri, parce que Sabri, Cyril. Non, mais les signaux de Guillaume sont des signaux qui partent directement dans le bon sens sans revenir faire un pullback au BE. Quand généralement Guillaume, soit il met un buy limit, un buy stop, sell limit, stop, soit il met buy now. Et quand il met buy now, vous pouvez rentrer directement sans attendre un pullback. Parce que je pense que ce que Guillaume est en train d'expliquer, c'est plus pour votre trading manuel. Parce que lorsqu'il vous dit buy now, c'est qu'il a fait l'analyse au préalable et que du coup, vous pouvez rentrer à ce moment-là. Je sais pas si c'était ça la question. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que comme il n'y a pas de BE, c'est ouais. Je pense que ce que tu veux dire, c'est que c'est compliqué de vivre le pullback s'il n'y en a pas, quoi. Sur le signal, il n'y a pas de. En fait, vous, sur les signaux, attendez pas les pullbacks. Si je dis now, sauf si vous êtes trop loin, effectivement, là, vous pouvez attendre un pullback, mais souvent, c'est pas très grave de le prendre à 10-15 points. Faut mieux, parce que souvent, vous me dites, est-ce que je le prends quand même? Bah oui, on va dire, sur le Dow Jones, si vous êtes encore à 50 points, vous pouvez le prendre. Et sur le Nasdaq, jusqu'à 15-20 points, vous pouvez le prendre. Ça restera, quoi qu'il arrive, vous voyez bien avec les espérances de gain, un trade qui est, voilà. Après, l'idée, c'est que il y a parfois des pullbacks, et là où vous allez être frustré, je pense que c'est un peu ça aussi que tu mets en exergue, c'est que, quand vous mettez un SL très tôt, il va être juste touché et après le signal va exploser et finalement vous êtes sorti à plus 10 points. Moi quand je dis secure profit, souvent ça veut dire sécuriser du profit, ça veut pas dire mettez à BE, sinon je mets mettez à BE et je le mets très rarement. Ça veut dire on a obtenu un bon gain, sécurisez-moi 75% de ce gain s'il vous plaît. Là on a fait un beau trade, ça a été énormément de travail pour vous arriver à comprendre encore une fois pile dans le bon timing. C'est pas je donne un signal comme ça parce que je vois un setup, c'est forcément énormément de préparation pour arriver à cette qualité-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est sécuriser du bon gain quand je vous dis secure profit. Maintenant, je vais faire attention à le dire plus tard pour que ce soit un plus gros gain qu'on sécurise. Éventuellement, vous donner le SL pour que vous compreniez mieux. J'essaie de le faire un peu dans les groupes formation. Et sinon, si vous sentez, parce que c'est aussi le but que vous soyez autonome, ou que moi je précise que là il y a un potentiel de gain, soit par la taille du TP, soit parce que je le précise, un potentiel de gain plus grand qu'à l'habitude, et ben là dites-vous, peut-être que sur ce coup-là, je peux tenter de mettre à BE en mettant le SL juste au-dessus du point d'entrée à 2-3 pips de gain, et pour une fois voir ce qui va se passer si je garde mon trade jusqu'à demain.
voyez? Parce que si vous regardez le nombre de fois que le lendemain on s'est retrouvé avec des gains incroyables et on n'était plus que 5 sur 85 à être dans le trade, moi vous comprenez bien que voilà, c'est vous faire protéger vite vos positions, ça veut pas dire qu'il faut jamais que vous vous donniez une chance de faire vivre votre trade longtemps. Vous voyez bien que certains avec plus de capital, comme par hasard, ils arrivent à beaucoup plus tenir les trades. Pourquoi? Parce que eux, par rapport à leur capital, ils ont beaucoup moins de biais cognitifs, psychologiques, et ils sont capables de vivre la perte, ou entre guillemets, de vivre le petit gain, en sachant qu'ils veulent beaucoup plus de gains. Donc conditionnez aussi vous pour avoir vraiment même sur votre trading à vous, hein, des petits SL, et l'idée d'aller chercher votre TP en ayant toujours l'idée qu'il peut être 5 à 10 fois plus loin, je caricature, mais volontairement, que la taille de votre SL. Et puis je pense que surtout, il faut vraiment gérer son money management. Parce que perdre 1%, même mal rentré, si le money management est bien fait, 1% ou 2% du capital, c'est rien. Ça vous laisse quand même 50 à 100 trades derrière avant de cramer un compte, quoi. Donc, faut pas avoir peur de rentrer dans tous les cas dans un signal de Guillaume, parce que dans tous les cas, vous êtes persuadé de la probabilité de gain qu'il a, et que à la limite, ça vous fera qu'un entraînement pour gérer votre SL. Quitte à rentrer, si vous êtes trop tard, à rentrer avec du petit lot, le plus petit possible, histoire de déjà s'entraîner à se mettre à BE, ensuite à peut-être mettre un SL positif, etc. C'est toujours de l'entraînement. Exactement. Et alors je vois ce que dit You. Ça m'a fait perdre ce que je voulais dire. Alors je réponds sinon d'abord. Alors l'idée c'est que l'unité de temps elle est différente, mais comme souvent j'explique dans les setups, maintenant j'essaie de le faire dans la formation là. C'est quand même pas très longtemps que je l'ai créé ce canal, mais quand même quelques mois maintenant. Le but c'est de comprendre que justement c'est dans toutes les unités de temps, puisque c'est toujours basé sur l'analyse de fond, c'est toujours basé sur le fondamental et comment interprète le marché dans la journée. Comme je vous ai dit déjà, la tendance sur les indices elle est basée sur la veille. Si dans la nuit on a ouvert, enfin le matin on a eu un gap haussier ou baissier, on a déjà une bonne idée de ce qui va se passer dans la journée. Si la veille on a fait plus de %, on a une grande chance que le lendemain on fasse 2%. Ça vous pouvez le renoter, c'est primordial. Mais moi comme je vous explique tout le temps, ce que j'ai de faire c'est comme ça que font les pros, c'est comprendre le consensus, comprendre où se place la news, quelle est la psychologie du marché, quelle est sa peur, comment les traders vont réagir, et après en fonction de la news qui sort, donc par rapport au consensus, qu'est-ce qui va se passer? Et donc le travail, il faut que vous arrêtiez de toujours penser à la technique, les graphiques, etc. Moi, ma qualité des signaux, elle est aussi due à ma capacité à comprendre, parce que j'ai observé ça pendant des années, comment les traders interprétaient les news en fonction du consensus prévu, en fonction des réalités macro et microéconomiques, bien sûr, de ma compréhension du fonctionnement du système financier dans sa complexité. Forcément, ça aussi, moi, je pense que c'est nécessaire, et pendant longtemps, j'en étais, avec Kenzo, j'étais pas du tout connecté à ça. C'est très important que vous compreniez un peu comment ça marche, parce que vous comprendrez 1000 fois plus pourquoi est-ce que parfois vous vous dites le marché est manipulé. Il n'est pas manipulé. On achète la rumeur, on vend la nouvelle. Quand vous pourrez réfléchir à cet adage pendant 10 ans, c'est le plus important. Il faut vraiment comprendre pourquoi est-ce que c'est de la spéculation. Les analystes essayent de prendre de l'avance sur ce qui se passe. Donc moi, ça part d'abord de... il est manipulé par les tweets de Trump. Oui, si on veut. Mais l'idée, c'est que manipuler, c'est quoi? C'est quelqu'un qui investit sur l'avenir. Quelqu'un qui dit, je prévois que ça va se passer comme ça. Le problème, c'est qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 100 fois plus de liquidité en bourse que dans la réalité économique de ce que vaut, entre guillemets, les entreprises chaque jour à cause des échanges. Donc c'est le gros problème, c'est ce qui s'est passé avec le Corona, c'est ce qui passe en permanence, c'est que il y a un phénomène d'accentuation de la réalité en bourse. Donc il y a des phénomènes exacerbés, si on veut, qui sont amplifiés. Donc c'est à vous de comprendre d'abord la psychologie des traders pros. Moi, je vous donne déjà les points où ils se placent. C'est déjà pas mal, vous savez déjà où ils se placent. Vous savez comment intervenir sur le marché, etc. Ce qui vous manque souvent, c'est la compréhension du contexte global. Parce que même sur le Forex, vous l'avez pas, parce que ça, c'est sûr. Même moi, je l'ai pas. Il faut être en back-office, etc., en banque. C'est des outils, il y a qu'eux qui ont le droit. C'est entre guillemets un peu du délit d'initié. Donc le Forex, après, suivre les 3 news qui sont données par investing.com, ça vous fera perdre autant perdre que gagner d'argent à la fin de l'année. Je pense que vous avez pu vous en rendre compte. C'est pas parce que c'est vert qu'il faut acheter et que c'est rouge que voilà, parce que le marché anticipe et après arrive ce qu'on a anticipé, sur ce quoi on a parié. C'est ce qu'on fait, nous. On parie sur l'avenir. Si on gagne de l'argent, c'est parce qu'on a réussi à lire l'avenir. C'est quand même pas commode. C'est quand même pas commun comme travail. Et ben, les analystes financiers qui sont les plus compétents du monde et qui sont payés des fortunes pour faire ça, déjà, ils essayent de maintenir le système en place. Donc, moi, mes signaux, ils se basent souvent sur, je sens si les acheteurs ou les vendeurs sont plus présents
et je sens comment ils ont interprété le contexte global et les news. Et c'est là où vous pourrez, même sur le Forex, comme je vous l'ai déjà dit, faire des corrélations de paires, des analyses par corrélation, et vous rendre compte que en ce moment, il y a une paire qui est forte et une qui est faible. Et moi, souvent, je vous ai dit, j'ai beaucoup gagné sur le Forex en tradant la paire la moins forte contre la paire la plus forte. Par exemple, je sais qu'en ce moment, le JPY, c'est la paire la plus forte, et je sais qu'il y a énormément de difficultés sur l'euro. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre euro JPY. Et ça va être la paire qui va avoir la plus de volatilité dans la semaine, le plus souvent. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu. Mais voilà, après j'essaie d'expliquer en quelle, ah oui, alors l'unité de temps, j'essaie d'expliquer en quelle unité de temps. Mais l'idée c'est que ça part toujours du daily, monthly, du contexte global, donc la tendance de fond. Vous avez remarqué quand même que je passe quand même 80% de mon temps à acheter le marché, sauf quand il fallait le vendre pendant la crise. Donc le but c'est toujours de racheter des pullbacks. C'est pas très important l'unité de temps. C'est tout l'avantage des points pivots, c'est que moi je regarde plutôt quand est-ce qu'on arrive sur le point pivot, avec combien d'écart sur la vague qui arrive sur le point pivot où je joue le pullback. Plus elle est grande, plus je vais avoir une probabilité de réussite qui va être grande, de réussir à bien le prendre en dessous, et pour ça il faut utiliser la volatilité, c'est-à-dire plus il arrive fort, plus je vais l'attendre en dessous. C'est sur ça que je vais essayer de travailler avec l'intelligence artificielle pour essayer d'automatiser ça et d'avoir quelque chose qui puisse calculer en fonction justement des volumes et de la volatilité, de la force avec lequel le marché arrive sur le niveau de résistance ou de support, le point pivot. Et c'est comme ça que je vais savoir il va falloir que je le prenne et que je rentre juste un peu en dessous, juste un peu au-dessus, ou 100 points ou même 1000 points en dessous, par exemple sur le Dow Jones, sur les 20 000, on pouvait s'attendre qu'au premier passage, on vient de mécher 500, 600 points en dessous. C'est ce qu'on a fait, et après on est venu réexploser, on avait pris le signal, les 22 500. Donc voilà, l'idée c'est que plus on arrive avec force sur un level, plus on va mécher. Ici, on voit qu'on arrivait très fort ici, et finalement on a ralenti avant, mais si on avait eu encore une autre bougie très forte qui aurait fait encore un nouveau plus haut, on aurait peut-être, donc ça aurait été deux énormes bougies de cassure, on aurait peut-être pu aller mécher jusqu'ici, ou jusqu'au 9100, pour revenir toucher le pivot mensuel. Donc voilà, c'est toujours dans toutes les unités de temps, parce que je vais toujours rentrer sur du centique, même que je vous donne le signal, ça va être du très 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 court terme, mais toujours basé, c'était un peu l'objet d'accord du cours d'aujourd'hui, sur une perspective bien plus large. Alors pourquoi on n'a pas trop de signaux sur le Forex? Parce que le Forex, je le sens beaucoup moins bien en ce moment, et que mon trading, c'est vraiment réussir à vous fournir quasiment tout le temps du 100% de réussite. Et donc, je trade le Forex quand je le sens bien. Et là, par rapport à l'analyse fondamentale et le fait que justement on avait une tendance claire, on aurait pu vendre le JPY. D'ailleurs, je suis très très peu content d'avoir raté les setups sur USD Mixen, USD ZAR, qui sont des setups que j'adore, qui sont justement des paires qui sont des valeurs refuges, puisque le ZAR et le pesos mexicain, donc le USD Mixen, il faut savoir que ce sont des actifs à fort rendement, donc ils sont achetés quand on est dans des périodes de calme, que l'univers économique, enfin l'horizon économique est dégagé, et dans des périodes de crise, ils se retrouvent à être très achetés. Donc j'ai raté ces setups-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu les indices parallèlement. C'était pas grave, ça changeait pas grand-chose. Mais depuis, comme on est dans une sorte d'incertitude, parce qu'on est sur les plus hauts sur ces actifs-là, que sur les indices, maintenant on est toujours haussier, on est reparti haussier, mais qu'en attendant, le dollar reste très fort et que surtout on a toujours un marché fébrile et qui peut couler à tout moment. Là, par exemple, on peut très bien faire un double bottom, on voit, double top, pardon, et venir couler et couler très très bas pendant des mois. Personne ne le sait. Donc moi, je sais qu'en ce moment, déjà le Forex, je sais que c'est un marché qu'on peut pas lire aussi bien que les indices. En tout cas, moi, c'est impossible. Et pourtant, je sais que j'ai passé ma vie à essayer de maîtriser le Forex et j'ai passé beaucoup plus de temps à savoir lire le Forex qu'à savoir lire les indices. Mais moi, en ce moment, je joue le Forex et je sais que j'ai pas des setups à 90% de réussite. Donc, je préfère me limiter énormément. Ou alors prendre un truc comme USD ZAR, où là, il y a eu une telle force haussière à un moment où on a fait un pullback que il y a sûrement une petite carte à jouer parce que le dollar reste une valeur refuge et que surtout on peut jouer un peu à contre-tendance parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec Kenzo. C'est le genre de traders qui vont commencer à vendre pendant que les pros, eux, ils vont continuer à acheter. Et donc, évidemment, je savais qu'il y avait ce phénomène-là assez courant sur le Forex. Donc, je voyais une stratégie d'achat entre guillemets plus probable, mais pour moi là c'est très très compliqué. Tariq pour moi voilà, lui il maîtrise parfaitement le forex et il a des résultats exceptionnels, donc TFX, autocopy trading sur le forex. Moi je fais la même chose sur les indices, donc je vois pas pourquoi je vais aller descendre mon ratio et mon taux de réussite en m'obstinant sur le forex alors que voilà. C'est pour ça que je me concentre sur les indices et que c'est déjà extrêmement compliqué de savoir lire les indices en ce moment. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est pour arriver à rentrer dans ce timing-là. Je pense qu'il y a
pas tout le monde qui se rend compte, vu les commentaires. Mais voilà, c'est déjà énormément de temps pour rester au fait de l'actualité, de ce qui va se passer, de pouvoir chaque jour refaire une cartographie et imaginer quel point pivot va réagir, etc. J'essaie de le faire aussi un peu sur le Forex, mais forcément, plus le copy, plus BNJ, plus trouver les nouveaux algorithmes pour le broker, plus trouver les nouveaux gestions de stratégie, plus faire le support pour vous, etc. Plus vous faire les cours. Vous imaginez bien que voilà, je suis déjà 16 à 20 heures par jour, mais je suis pas 4 hommes en un non plus, quoi. Donc voilà. Et puis j'ai du mal à déléguer parce qu'effectivement j'aimerais bien voilà, ça va me faire bizarre si je mets quelqu'un et j'ai bien envie en même temps. Donc voilà, je crois que j'ai quelqu'un pour m'aider quand même. Ça pourrait permettre de vous en donner plus. Alors Tariq, on faisait les signaux Forex ensemble sur BNJ et c'est quand ça a posé problème que j'ai arrêté, que j'ai repris et que j'ai commencé à faire justement parce que c'était du TP1, TP2, TP3. On avait des résultats exceptionnels, mais le problème c'est qu'on donnait énormément de signaux et dès qu'il y a eu une période un peu moins bien parce qu'avec Tariq on avait un peu moins enfin lui il a délégué un peu à son acolyte qui lui a été encore pas très bon à ce moment-là. Et on avait des tout petits résultats un peu moins bons et tout le monde nous est venu tomber dessus en nous enliant dessus en disant parce que forcément comme il y avait beaucoup de signaux, etc. Et en plus avec l'histoire des TP1, TP2, TP3, et c'est de là que tout le monde était très content, même si là je le traite plus beaucoup. J'ai arrêté mon partenariat avec Tariq et j'ai repris le Forex seul avec des risk reward 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, et on est sur des bien plus gros résultats de réussite avec voilà, des pourcentages de gains bien supérieurs, mais il y a beaucoup moins de setup. Donc voilà, après ça va évoluer, ça va évoluer. Mais même Tariq, il a plus le temps de donner les signaux. Maintenant, il se concentre sur le copy trading. Il sait que c'est beaucoup plus sérieux de produire son fonds d'investissement que de trader. Voilà, Tariq, c'était mon mentor aussi à une époque. C'est un ingénieur marocain qui vit sur la Côte d'Azur. Excellent trader. C'est un homme en or, cœur en or. C'est vraiment quelqu'un de très très cher pour moi. Dans la famille BNJ et Wave. Et c'est très content. Voilà, il garde son groupe, mais il va surtout se concentrer sur le autocopy trading, et on compte mettre des millions sur lui très rapidement. Donc voilà, Tariq, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, j'ai une confiance aveugle en lui, et s'il y en a un qui fait des analyses pérennes et qui a un trading safe et professionnel et parfait pour l'instant, c'est bien Tariq sur le copy. Ouais, très très sain, ouais. C'est donc un bon plan son copy trading qu'il propose. Oui, oui, moi je vous dis, Tariq, c'est un très 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 bon plan. Ça ressemble à mon trading quand j'aurai le temps de trader un peu plus, voilà. Lui, il est assez agressif quand même, mais avec un risque très faible, beaucoup de positions accumulées et un très 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 fort taux de réussite. Comme je vous dis, Un bon en ratio. voyant comment est le Forex actuellement, même le Gold, c'est juste exceptionnel ce qu'il fait, et je vois pas pourquoi il arrêterait, je sais pas ce que tu en penses en Guérand, mais des traders comme ça qui sont capables de produire ça, C'est une il y perle. a aucune raison, voilà, il y a aucune raison que ça s'arrête, et c'est eux qui sont capables de durer pendant des années et d'être capables de trader avec 10 millions de mains exactement de la même manière. Avec des ratios qu'il a dans cette période et sortir un... Moi, j'ai investi sur lui à moins 10% quand il a eu son problème technique. Je crois que je suis à 48% là de gains sur son copy. Dans cette période, sur le Forex. J'en connais pas beaucoup. Hein. Ça fait 9 ans que je rencontre des gens comme Guillaume, mais je connais pas beaucoup. C'est incroyable. Et puis vraiment, c'est vraiment quelqu'un en or, très très sain dans son mode de vie. On a énormément de chance de l'avoir dans l'équipe. Comme Enguerrand, et Enguerrand, j'espère aussi qu'il va vite proposer son copy quand il aura un peu plus de temps, qui sera aussi un copy comme ça, très safe, qui pourra emmener très très loin. Et voilà, c'est ce genre de trader-là qu'il nous faut, en plus des algos qui vont nous aider à perfectionner tout ça et à préserver au mieux le risque. Tu veux peut-être dire quelque chose encore, Enguerrand? Écoute, Vous voulez qu'on voit quelque chose en particulier, les gens, ou... Pourquoi on n'utilise pas les volumes avec Akamashi? Ça, c'est pour toi, ça. si tu viens à Moscou, Benny, avec plaisir. C'est ça. Alors moi, je n'utilise pas beaucoup les volumes. Après, je pourrais vous montrer. Là, je l'ai pas mis, mais je peux le rajouter parce que je le paye très cher en plus, donc c'est bête de pas le mettre. Je sais pas où il est, mais j'ai le market profile. Et en fait, le market profile, c'est ce que utilisent les professionnels, un peu comme le carnet d'ordre que j'ai ici. Là. Le market profile, en fait, il donne
les niveaux de volume par niveau de résistance. Ça veut dire que ici, il met un histogramme où il dit, là par exemple sur ce niveau de résistance ici, on a le plus gros pic de volume. En fait, c'est comme je vous dis, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser les volumes toujours regarder le marché de manière horizontale que plutôt de manière verticale. Et essayer de regarder les volumes de manière horizontale avec des market profiles, ça vous donne des niveaux. Alors moi, je le sais par les points pivots, donc j'ai pas besoin de regarder les volumes, mais c'est la même chose. C'est pour ça que je me concentre que sur les points pivots mensuels. Je sais que c'est ceux-là où il y a le plus de volume, comme je l'explique en permanence. Les anciennes zones de résistance qui n'ont pas été touchées depuis longtemps, qui ont été cassées, voilà, ici, on voit vraiment que ça c'est pareil. C'est des zones où il y a le plus fort volume, donc il n'y a pas besoin de mettre l'indicateur. Mais voilà, l'idée c'est que si vous voulez étudier les volumes, comme on dit, si vous voulez un petit cours, le truc classique c'est s'il y a du volume au moment où on arrive sur une résistance, c'est qu'on va la casser. Et s'il n'y a pas de volume malgré le fait qu'il y ait une bougie de cassure, par exemple sur cette bougie-là, ça pourrait très bien être, bon, on pourrait avoir l'histogramme du volume en bas ici, il pourrait très bien nous dire qu'en fait il y a eu beaucoup de volume sur cette bougie-là, nous dire attention, on va sûrement casser le niveau symbolique très important des 8600-700 là, en 680-700. Ou au contraire, vous auriez pu avoir un tout petit histogramme de volume sur une bougie de cassure, alors que vous avez quand même une belle bougie, et là, vous aurez dit, attention, peut-être qu'on va pas casser cette résistance parce qu'il n'y a pas un fort volume. Mais attention sur cet indicateur. Parce qu'encore une fois, les pros, ils regardent le market profile, donc ils regardent du volume en horizontal, ils regardent pas du volume par rapport au temps. Tu peux l'avoir ce Pro Altai. Je le paye, mais je sais plus comment on l'ajoute. Je l'avais enlevé parce qu'il prend tout un écran à lui tout seul. Ouais. C'est le problème. Je le regarde le matin, quoi. Pas d'autres questions. Je veux bien faire le ménage chez Enguerrand pour passer des billets. Voilà, t'as des investisseurs qui se découvrent. Vous avez d'autres questions? Les vagues de Wolf, si c'est possible. Alors moi, je suis pas spécialiste des vagues de Wolf. Je préfère les vagues d'Elliott. Mais c'est le principe, en fait, toujours pareil de la loi de Do, Michel. En gros, le principe de la vague d'Elliott ou de la loi de Do, c'est on fait des plus hauts en plus haut, et après, quand on déconstruit ces plus hauts, on va faire des plus bas en plus bas. On voit que par exemple sur l'indice, là, on les a pas fait, il en a manqué une vague, parce que vague d'Elliott, c'est premier mouvement, on retrace. Deuxième mouvement, c'est celui qui est le plus fort. D'ailleurs, on voit que ça s'est vérifié. Là, on a vraiment eu quasiment aucun pullback. Troisième, donc gros pullback. Troisième mouvement qu'on appelle donc le A, B, C. Et là, on refait, enfin, ça dépend comment on compte, mais 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Et après, on va refaire la même chose dans l'autre sens. Et là, on voit qu'on l'a fait une fois et qu'on a déconstruit encore une fois cette loi de Do qui était censée nous faire un nouveau plus bas ici et qu'on l'a voilà. Donc là, la vague d'Elliott nous dit, par exemple, on a cassé cette vague d'Elliott là. On est en train d'en faire une peut-être ici qui va reprendre le schéma de là, savoir qu'elle va bien faire premier mouvement, pullback, deuxième mouvement, pullback, troisième mouvement, et seulement là, on va déconstruire et on va faire dans l'autre sens. Voilà, les vagues de Wolf, c'est le même principe. Moi, j'ai jamais utilisé les vagues de Wolf, pour être honnête. J'ai utilisé tous les indicateurs, mais voilà, je connais pas les spécificités c'est pour ça que je t'avais pas spécialement répondu sur le chat des vagues de Wolf, mais voilà, je sais que c'est le même principe que la loi de Do. Donc, si vous voulez faire un petit cours sur la loi de Do, qui est vraiment ce qui peut changer votre trading, c'est comment on étudie une tendance. Tout simplement, elle se construit de plus haut en plus bas et de plus. Bon, voilà, Enguerrand va vous faire un point après aussi. Il connaît très bien ça. Donc là, on fait des plus bas, on construit à faire des plus bas, des plus bas. Les plus hauts sont de plus en plus bas et les nouveaux plus bas sont de plus en plus bas. Et là, on déconstruit ça, on commence à faire des plus hauts en plus haut. On casse ici l'ancien plus haut ici. Donc là, on donne un signe que on va construire des nouveaux plus hauts en nouveaux plus hauts. Et tant qu'on n'a pas cassé ici l'ancien plus haut, on était toujours en tendance haussière. On voit bien d'ailleurs avec cette trendline. C'est comme ça, c'est quand on a cassé ce point-là que on considère qu'on a cassé, ou ce point-là, c'est pas comment vous voyez la chose, mais plutôt ce point-là, la loi de Do. Et ça, c'est vraiment le plus important, c'est que vous pouvez déceler un retournement à un moment où justement vous allez avoir beaucoup de volume, par exemple sur ce mouvement-là, parce que vous avez attendu, voilà, là vous avez deux signes qu'on casse la loi de Do, même ici, vous aviez un premier signe que, voilà, on n'avait pas encore cassé, mais on voit qu'ici, hop, on a cassé le plus haut qui était fait ici, on a fait un nouveau plus haut et non pas plus bas. Le nouveau plus haut était plus haut, c'est l'histoire des lower low, etc. Vous pouvez trouver ça sur Internet très facilement. Et là, on recrée donc une loi de Do inverse, et vous avez souvent un mouvement ici. Une fois qu'on a fait la première cassure des derniers plus hauts, où vous voyez avoir beaucoup de volume. C'est là où rentrent par exemple souvent les scalpers. Alors là, c'est sur une grande unité de temps, mais si on était en centiques sur des toute petites amplitudes, ce serait exactement la même chose. Là, on aurait vraiment le premier signe qu'on casse la loi de Do, pullback, et là, vous avez souvent un mouvement avec fort volume et voilà, un bon up. Toi, tu connais bien ça, la loi de Do, tu utilises beaucoup? C'est la seule chose qui, pour moi, est importante dans le trading. La seule chose. Le chartisme, j'y crois pas. En fait, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est que je suis passé par les mêmes étapes. J'ai
tout essayé, j'ai tout cherché. Et franchement, si je peux vous faire gagner du temps, le mieux, c'est de laisser tout tomber. Parce que moi, personnellement, sur mon graphique, il y a rien, il y a que des lignes. J'ai même pas de RSI, je veux même pas savoir comment ça marche, rien. J'ai appris, hein, mais ça m'intéresse absolument pas parce que pour moi, ça reflète vraiment le passé. Il n'y a pas de. Le plus important, c'est le price action. Où est-ce que va le prix? Qu'est-ce que fait le prix? Et la loi de Do, elle traduit tout ce qui peut se passer dans le futur. Parce que Guillaume vient de le dire, avec des plus hauts toujours plus haut, bah on va toujours plus haut. Et dès que ça respecte plus, bah là, dans ces cas-là, on se pose des questions si on va pas commencer à changer son sens. Et je pense sincèrement que tout ce qui est chartiste et tout, enfin les gros, Guillaume il en parle souvent, mais les market makers, ils s'en foutent de ça. Ils regardent pas du tout ça. Ils regardent où est-ce que le prix, où est-ce qu'ils veulent acheter, où est-ce que ils ont leur stats, et c'est là où ils vont se mettre. Et ils vont pas analyser des figures harmoniques, des trucs papillons, je sais pas ce qui peut exister. Je pense que vraiment, enfin, ça marche sûrement peut-être très bien, mais quand, comment, et puis si vous voulez trader tous les jours et en fait faire votre vie, c'est compliqué de trader que le chart. Bah, Moi personnellement, j'y arrive pas. Hein. Ce que disait Fredo, c'était un peu ça. Et en fait, c'est souvent ce qui tu vois, c'est un peu, ça rejoint ton discours, ce que dit beaucoup de traders après. En fait, tous les bons traders, ils connaissent tous les indicateurs. Et comme je vous dis, la finalité, c'est un peu de les retirer, en fait. Ce sont des aides, c'est un peu comme faire du vélo avec des petits trous, quoi. C'est qu'après, les indicateurs sont là pour vous apprendre à trader et vous apprendre, en fait, qu'est-ce qu'il y a à retenir de chaque indicateur, comment chaque indicateur donne un signal. Et ils donnent tous les mêmes signaux, un peu en avance, un peu en retard, en fonction de l'un ou de l'autre, avec différents niveaux de risque, etc. Mais l'idée, c'est que plus vous simplifiez votre template, et plus vous serez bon. Parce que me disait Fredo, il me dit, voilà, et c'est le cas de tous les bons traders, une fois qu'on fait le tour et qu'on connaît tout, on se rend compte que ce qui marche le mieux, c'est comme disent les Américains, keep it simple, c'est vraiment de se créer une template extrêmement simple, comme la mienne, il n'y a rien dessus. Il y a vraiment juste les points pivots et le Hakenashi et un RSI. C'est très clair. Et en fait, ce qui compte, c'est que vraiment, alors ça c'est le plus important d'aujourd'hui, vraiment, c'est il faut que vous ne changiez jamais entre guillemets de méthode. Vous créez un peu votre méthode à vous à partir de. Alors je vous conseille à partir de ce qu'on vous apprend, mais à partir de ce que vous voulez. Ça c'est à vous de voir quel indicateur vous convient le mieux. Si ça vous parle très bien en visuel les bandes de Bollinger, bah très bien, utilisez les bandes de Bollinger. Il y a aucun problème avec ça, ça marche très bien. Moi, ça me parle pas trop. L'idée c'est qu'une fois que vous avez votre système, vous ne devez pas en changer à partir du moment où vous savez qu'il est rentable. Et vous devez observer et le mieux en mieux le connaître. Et maintenant, comme moi je vois les points pivots, j'ai l'impression que je peux savoir où va le marché au millimètre. Et si je remets d'autres indicateurs, je vais moins bien savoir le marché. Vous voyez ce que je veux dire? Que avec une template extrêmement simple, après vous pouvez et épurée et que vous maîtrisez, vous pouvez continuer à observer et de mieux en mieux vraiment la maîtriser et comprendre comment le marché bouge par rapport à cette vision-là que vous avez, par rapport à votre vue de l'esprit, de votre visuel, de votre template des graphiques du marché. En plus, essayez d'ajouter un peu de fondamental dedans. Et là, vous avez vraiment une démarche professionnelle. Parce que tous les traders pros qu'on connaît, en Guérin, je pense que tu pourras confirmer, ils ont leur système. Ça veut pas dire qu'ils le font pas évoluer quelque peu, mais c'est quand même un peu comme un sportif où voilà, il a sa façon, même un mathématicien, il a sa façon de faire des algorithmes, etc. Il a sa façon de résoudre les équations. Il a son swing de golf, il a sa façon d'envelopper la balle au foot, etc. Peu importe. Tout le monde a une gestuelle. Et le but, c'est d'après de la travailler en partant de quelque chose de simple et qui vous parle. Donc, trouvez-vous la template qui vous parle, comprenez les bases qui sont les bases les plus importantes, et après, comme je disais, tous les traders pro qu'on a pu rencontrer, ils ont leur méthode vraiment à eux, et ils ont travaillé avec ça depuis longtemps. Et ils te disent tous, moi, je fais comme ça. Et ils ont tous leur façon de faire précise, alors qui se base plus ou moins, comme Enguerrand et moi, parfois sur des trucs assez similaires parce que c'est les mêmes techniques qu'on utilise de base, mais voilà, il a une façon précise de faire et souvent il a réadapté, bien sûr, c'est le bon trader aux conditions du marché, aux changements au fil des années, mais surtout il a quasiment, voilà, il a la même base, il a le même archétype, si vous voulez, depuis des années. Et c'est comme ça qu'il est rentable. Et c'est là où on a passé tous un cap fabuleux entre ne pas être rentable et être rentable tout seul, c'est quand on a pu vraiment analyser avec notre façon de voir le marché à partir de ce qui nous a paru le plus pertinent de ce qu'on a pu apprendre des autres. Je pense que voilà. Ouais, tout à fait. C'est limite automatisable. On le fera jamais parce que on a toujours un œil sur le price action et ce qui va se passer chaque seconde au moment où on veut rentrer. Mais
moi, mes setups, c'est clair, quoi. Alors, ça passe pas tout le temps, et c'est pour ça que la psychologie rentre dedans, parce que moi, quand je perds un trade, deux trades, trois trades, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Parce que j'ai mon setup et je sais que sur le long terme, je serai rentable. Donc, savoir quand, je sais pas. C'est comme si, en gros, je vous disais, je vous disais de tous mettre de l'argent sur Tariq en vous promettant que dans 6 mois, vous serez à 200%. Bah, vous en foutez si demain il est à -10 ou qu'il repasse à 5, qu'il passe à 30 et qu'il redescende à 25. Parce que je vous ai promis de toute façon que dans 6 mois, vous serez à 100%. C'est Bah, c'est un peu la exactement même ça. chose. Quand tu as ton setup, tu sais que dans tous les cas, ça passe. Alors peut-être un jour, j'aurai peut-être 2 ou 3 mois difficiles et je me dirais, bah, faut peut-être se remettre en question. Peut-être. Mais ça, je le fais tous les jours parce que, par exemple, en temps de crise, le dos, il est plus volatile. Donc mes SL, enfin, je laisse courir un peu plus mes pertes en réduisant ma taille de l'eau. Donc en fait, je perds pas plus, mais je vais essayer d'aller chercher plus de points parce que je sais qu'il peut rebondir ou réintégrer de plus loin ou rebondir plus haut. Et c'est pour ça qu'on peut pas automatiser le truc. Mais je pense que le setup, il faut se créer ses setups, il faut se créer ses stratégies, mais il faut surtout pas s'emmerder avec beaucoup d'indicateurs parce que, comme je viens de le dire, ça reflète le passé. Un RSI, il monte, c'est un oscillateur, donc il reste il est borné, alors que le cours il est pas borné. Le cours il peut exploser à la hausse ou baisser. Donc c'est très bien pour apprendre, mais je pense que Guillaume et moi, on peut vous refaire le RSI quoi. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que vous me montrez un graphe, moi je vous dis où est-ce qu'il va toucher 75 et 25. Hein. J'ai pas besoin de... Donc c'est bien pour peut-être créer son setup automatique. Ça veut dire bah voilà, moi quand le truc il est à 76 et bah je vends. Ou quand il descend à 23 en dessous des 25 par exemple, j'achète. Mais à terme, vous allez plus vous en servir parce que déjà ça vous prend la place sur le graphique et ça fait chier et en plus de ça vous allez carrément vous dire je sais où il est. Vous n'avez pas besoin. Est-ce qu'on avait une divergence valable là, alors? Ici, ici. Enfin, ici, pardon, et ici. Parce qu'on a fait un cours sur les divergences l'autre fois. Là, vous voyez, comme on disait, certes, on a le deuxième niveau qui est, et c'est pour ça que je rebondis sur ce qu'a dit Enguerrand, qui est pas dans la borne. Donc, on avait dit qu'il fallait que les deux niveaux soient en dehors des 25-75. Mais vous voyez que vous avez un gros écart de pente entre celle-là et celle-là, plus un gros excès ici, plus on n'est quand même pas si loin et par rapport au niveau des 70, on est même légèrement au-dessus, parce que là, on est en 75. Donc, vous, l'humain, êtes capable de dire, j'ai une superbe divergence. Parce qu'en plus, elle opère où? Juste sur le niveau de résistance. Voilà. Là, par exemple, vous aviez une divergence qui n'était pas confirmée. Parce que là, vous aviez à peu près la même chose. Mais cette droite-là, elle n'était pas en divergence. Elle était en divergence légère, mais elle ne confirmait pas la divergence parce qu'elle n'était pas descendante. Donc voilà, faites attention à ça. Effectivement, essayez de regarder un petit peu les indicateurs, comment ils se recoupent, et vous verrez qu'ils donnent à peu près tous les mêmes informations. Essayez éventuellement de vous en passer et de commencer à regarder les marchés plutôt de niveau horizontal. Vous-même tracez vos niveaux de résistance et de support sur les mèches, vous voyez, c'est quand même assez simple. Si on les trace ensemble, on a un gros ici. En plus, ça correspond aux 7000. Tiens, Enguerrand, tu pourrais peut-être dire qu'un petit mot sur les niveaux symboliques. Là, vous voyez qu'on a encore un niveau. Vous voyez comment c'est assez clair, comment le marché, il vous montre des mèches et donc des niveaux de résistance. À chaque fois, ce sont des niveaux de résistance. Essayez vraiment d'observer ça, voyez là, avant cette zone aussi à chaque fois, comme s'il y avait que des ranges qui se succédaient et qu'on cassait ou non les ranges. Vous allez sur les indices, c'est fabuleux. Sur le forex, c'est normal que vous ayez moins l'habitude de ça et vous êtes plus des traders forex dans l'ensemble, mais c'est ça qui fera aussi évoluer votre trading sur le forex. Alors niveau symbolique, peut-être oui, toi tu les Je veux utilises juste beaucoup répondre à aussi. Benny parce que Oui, il a vas-y. posé une question qui est très intelligente, c'est qu'il a demandé s'il n'y avait pas un système de calcul d'analyse des prix les plus vendus et achetés. Alors sur CFD, t'en as pas parce qu'en fait tout simplement il n'y a pas de contrat qui se vend entre un acheteur et un vendeur, Si, mais si, si. ça réplique juste le cours des futurs. Mais Nous, il y sur a le un futur, contrat tu qui se l'as. vend. Et c'est pour ça que moi je trade les futurs parce que justement j'essaye de, on va dire, peaufiner mon signal en regardant un carnet d'ordre. C'est-à-dire que dans le carnet d'ordre, tu peux voir les échanges entre les acheteurs et les vendeurs. Donc ça te permet en fait de voir lorsque, par exemple, moi je sais pas, je vais acheter là sur le Nasdaq, je vais acheter, je sais pas, les 8009. Je vais vendre les 8009, pardon. Quand on va pour
pour essayer de le réintégrer lorsqu'on l'a cassé, et ben je vais attendre une confirmation du carnet d'ordre du futur pour essayer de voir où se placent les gros et essayer de rentrer avec les gros. Parce que justement, je vais optimiser mon signal et essayer justement de rentrer au meilleur endroit. Mais après, évidemment, sur CFD, moi j'ai des moins bonnes perfs sur CFD parce que déjà, on n'est pas tout à fait au même niveau à chaque fois, donc forcément mes SL sont plus larges, mes TP plus loin aussi. Mais sur Futur, ça marche très bien. Ouais. Mais juste, je corrige quand même ce que tu dis. Justement, nous, c'est pour ça que tu vois, c'est parlant ce que tu viens de dire, c'est que c'est tellement le cas sur CFD que même des pros, on arrive à dire qu'il n'y a pas de carnet d'ordre sur CFD. Bah oui, parce que justement, ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas un broker comme Wave to Market, mais sur Wave to Market, il y a bien un carnet d'ordre. Vous faites du CFD comme sur Futur. C'est pour ça d'ailleurs que moi qui traîne avec des gros lots, et ben parfois sur un prix à une heure où il n'y a pas beaucoup de liquidité sur le marché, encore plus sur les lots mini, donc ça c'est un problème qui sera résolu pour moi aussi pour le copy dès qu'on sera sur le nouveau LP, parce je pourrais avoir encore de nouveau les lots pleins, et ben là vous avez en fait un vrai carnet d'ordre, et donc moi si je suis rentré à 50 lots par exemple ou 150 lots sur le mini, et ben je peux ne pas sortir entièrement de ma position parce que sur ce prix-là, et donc je vais devoir sortir en plusieurs fois. Donc pour le scalping, ça peut parfois être un peu embêtant, mais c'est ça la réalité du marché comme sur Futur, parce que justement il faut une contrepartie, il faut que quelqu'un sur ce prix, c'est comme ça que marche le carnet d'ordre. Vous voyez, sur les prix, il y a des ordres qui sont placés. Par exemple, là, sur 8000, on peut pas trop remonter parce que c'est le week-end. Sur 8000, pourquoi il n'y a plus les traits, voilà. Sur 8785, il y a des ordres qui sont placés. Et donc, si moi je viens et que sur le marché, je demande, oui, tu peux voir le carnet d'ordre sur CFD Benny, sur Wave to Market, vous faites profondeur du marché, et là apparaît deux clics, je l'utilise tous les jours, apparaît le carnet d'ordre et vous pouvez vous placer sur le carnet d'ordre sur CFD grâce à MT4 sur CFD, parce que nous on est vraiment un broker en direct marché. Donc vous avez besoin d'une contrepartie en face de vous pour vous acheter ou vendre sur ce prix-là. Et donc c'est là où si moi je suis à 50 lots sur un prix précis, à savoir par exemple je veux vendre, je appuie sur fermer, ce que vous n'avez pas d'habitude puisque les brokers ne vous mettent pas sur le marché, donc vous n'avez jamais ces problèmes-là. 8786. Et ben, en fait, peut-être qu'il y a 32 positions vendeuses qui sont placées à 8786. Et si moi, j'appuie sur fermer avec 50 lots, et ben, en fait, il va m'en rester 18. Parce que je pourrais fermer que 32 lots sur ce prix-là. Parce qu'il y aura que 32. Il y aura un vendeur qui voulait, lui, 32 lots. Il n'y avait pas d'autre contrepartie. Alors après, le prix bouge, donc sur d'autres prix, ça avait à chaque fois un différentiel. Mais ça, c'est voilà. Tout l'intérêt de justement de ce que dit Enguerrand, c'est que sur Wave to Market, vous retrouvez ces conditions comme le même problème que vous avez sur CFD d'habitude, il n'existe pas puisque là on est comme sur Futur avec un vrai carnet d'ordre et donc avec un marché qui n'est certes pas recréé, mais qui surtout, voilà, vous avez vraiment besoin d'avoir quelqu'un en face sur le prix qui vous permet de vendre. Et c'est pour ça que les pros adorent. Ils viennent voir, ils me disent qu'est-ce qui s'est passé là. Mais attends, mais ah ouais, on est vraiment sur le marché, c'est trop bien. Voilà, il y a vraiment quelque chose de là. Vous êtes dans le trading. Vous avez besoin de quelqu'un en face pour vendre ou acheter votre position. C'est pas du trading Kinder Surprise. Jeux vidéo, c'est du trading professionnel. Donc forcément, moi, j'ai juste une question c'est parce d'autres que tenants et aboutissants. Vas-y. j'y connais rien au carnet d'ordre sur CFD, mais tu penses pas que le carnet d'ordre MT4 il reflète uniquement les transactions, les flux sur Wave to Market ou sur Metacote? Non. Tu crois que c'est mondial sur tout le marché CFD? Non, aucun CFD sauf nous parce que ça dépend de ton provider. Nous, on est en direct marché. Donc, si tu vas sur MT4, tu peux, si tu actionnes l'option et tout, avoir le carnet d'ordre parce que si tu le fais avec Vantage, tu pourras pas l'avoir parce qu'il n'y a pas de carnet d'ordre, il n'y a pas de marché, il n'y a rien. Donc Metacode, ça va pas permettre d'avoir ces cotations-là. Mais dans la mesure où nous, on est en direct marché, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de différences quand tu traites sur Wave. Tous les pros viennent me voir et ils me disent attends, mais qu'est-ce qui se passe? Les bougies, elles suivent beaucoup plus le cours sur MT4, sur le MT4 de WTM que sur toutes les plateformes. Je dis bah oui. C'est cool ça. C'est normal puisque les autres, c'est pas des vrais cours. C'est décalé, ouais. C'est eux qui recréent des cours. Bien sûr. Et c'est des fausses cotations. Et la grosse différence surtout, c'est qu'en fait, on voit passer tous les pas de cotation. C'est-à-dire que sur Futur, c'est ce que Enguerrand il disait, en fait, on a une réactivité, on le voit bien par exemple sur ce mouvement-là en Santic. Là, on n'a même pas eu un signal en 1 minute. Hein, si je vous mets la 1 minute à la place, là. Et là, on a eu, je sais pas, une succession de Santic comme ça en l'espace de 2 minutes. Ça a duré 4 minutes sur ce mouvement-là. On n'a même pas eu un signal en 5 minutes. Là, on a eu plein de cotations et plein d'échanges qui ont été faits très rapidement. Et en fait, dans le carnet d'ordre, ça s'est affolé dans tous les sens. Et c'est ce qui fait que quand vous êtes sur Wave et que vous avez votre MT4, vous voyez les prix bouger beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, ils bougent selon les vrais échanges et ventes et achats du marché, les échanges, transactions, et pas selon le bon vouloir du broker qui, en fait, vous aurez aucun problème d'ouverture et de fermeture de compte. Par contre, c'est lui qui décide quand vous ouvrez et fermez votre trade. C'est lui qui décide si vous prenez le SL ou non. C'est pas le vrai marché.
Donc c'est pour ça qu'en fait là vous avez tous les paths, ce qu'on appelle voilà, vous avez un path de cotation qui est extrêmement réduit. Donc vous avez comme sur Futur ici, par exemple si vous passez du mini au lot plein, vous allez avoir un path de cotation qui va être réduit divisé par 2, par exemple sur le DAX mini. Ça veut dire qu'en fait vous allez avoir 2 fois plus. Par exemple sur Futur, il n'y a pas de prix intermédiaire. On passe d'un demi-point ou d'un point en un point. Donc nous, quand on est en position ici, on est à 23 760. Le prochain prix qui s'affichera, je peux fermer, c'est plus 5 euros ou 0. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est pas comme sur, entre guillemets, les faux CFD. Voilà. Alors après, c'est un peu trop technique. Mais l'idée, c'est que vraiment, vous avez, chez nous, le plus petit pas de cotation. Il y a un vrai pas de cotation qui est en fait, sur chaque prix, il y a la liquidité, il y a des vendeurs et des acheteurs, et vous vous positionnez sur un marché qu'on appelle liquide. Et donc, en fonction du marché ou non, vous allez avoir plus de liquidité ou non, plus de vendeurs ou d'acheteurs qui vont être présents sur chaque prix. Voilà. Et c'est aussi comme ça qu'on juge de la volatilité. Donc, le carnet d'ordre, ce qu'il faut faire surtout, Guérand, tu as peut-être des conseils, toi qui connais bien le carnet d'ordre aussi. Moi, je conseille surtout de l'observer et d'essayer de repérer des prix où il va y avoir des gros acheteurs. Ouais. C'est Pour à surtout votre utile. niveau, ça pas beaucoup, ça pas intérêt d'aller beaucoup plus loin, je pense, parce que t'en penses. Ouais, complètement. Moi, je m'en sers, uniquement pour valider mon entrée à l'instant T. Mais je fais du scalping encore une fois, donc je vais regarder les 3-4 points au-dessus et en dessous que me montre le carnet. J'irai pas plus loin. Enfin, ça ne sert strictement à rien. Peut-être si de peaufiner une entrée en swing, mais pas trop l'intérêt. Parce qu'en swing, vous avez des SL qui sont quand même assez larges, donc 4-5 points en dessous, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais en scalping, ça fait tout. Parce que avant de scalper avec le carnet, quand j'ai commencé le carnet, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein d'entrées où j'aurais pu optimiser carrément mon signal, quoi. Parce que lorsque vous rentrez avec des gros volumes, bah, ça repart direct. Parce que le prix est validé, donc les gros volumes sont validés, donc il y a des changes, donc ça repart. Et vous rentrez dans le bon tick. Ce qu'on appelle vraiment le tick, c'est chaque ça. pas de cotation, donc chaque écart de prix, donc de demi-point, de point en point, donc de demi-pipe ou de pipe en pipe. Et c'est comme ça que vous pouvez vraiment rentrer sur le bon tick et que moi j'arrive souvent à même pas être de 1 point en négatif. Et très important, donc merci à Laurent qui est en train de nous développer Tornado avec les bons points pivots, donc des futurs qui sont très très durs à voir, même si vous êtes sur futur chez PRT. Il faut non seulement être très riche, non seulement pas passer par différents systèmes par rapport au real-time trading, qui ouvre le compte chez eBay, alors que moi ça faisait déjà longtemps que je suis chez eBay, etc. Enfin, c'est très compliqué d'avoir les pivots qui ont les vrais institutionnels sous les yeux au millimètre. Mais merci à Laurent qui est en train de nous mettre tout ça sur MT4, aussi avec les nouveaux développeurs qu'on vient de recruter, d'engager, on va pouvoir vraiment vous fournir sur MT4 une réplique. Et je travaille aussi, je vous précise, en plus de toute la partie IA, sur la réplique tout simple avec ce développeur là, Marc Fleury, donc qui vient travailler chez nous, qui en fait permettra de répliquer mon trading sur PRT Future que je ne fais quasiment plus depuis que je juste fais quelques trades comme je vous avais dit pour payer l'abonnement, enfin pour pas qu'ils me virent parce que je faisais des gros volumes et d'un coup j'en ai plus fait, donc ils m'ont appelé tous les jours en me disant qu'est-ce que vous faites monsieur Entier, pourquoi vous scalpez plus chez nous, donc j'ai retradé un tout petit peu pour pas qu'ils me virent parce que j'ai peur qu'ils m'enlèvent les bonnes cotations en voyant que je suis pas sur la même activité qu'avant. C'est comme ça qu'ils font. On va d'abord essayer d'avoir le partenariat grâce à Marc Fleury qui est très haut placé et qui lui connaît tout le monde chez PRT et IG. Donc le but ce serait de voler la place d'IG. Moi c'est mon rêve bien sûr de pouvoir être en partenariat avec PRT ou F2 Market. Peut-être un projet un peu fou mais ça pourrait voir le jour d'ici peut-être un an. Voilà, c'est ce qu'il a comme projet lui, peut-être même avant. Et surtout donc en attendant il pourrait répliquer mon trading sur PRT sur le copy. Voilà, je peux vous dire que s'il arrive à faire ça, vous allez plus me dire que je traite pas le copier. Parce que le problème, c'est que moi, j'analyse sur PRT et que voilà, je dois switcher. Je suis là, j'ai mon entrée en Santic et je dois rentrer sur le MT4. Voilà, après, je suis sur MT4, je sais pas si je dois tenir ou pas ma position, je suis plus habitué. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, donc dès que j'aurai résolu cette histoire, plus on travaille sur l'intelligence artificielle, sur ma stratégie, etc. Je pense que on aura un bon fond avec BNG Scalping. Voilà. Tu veux me dire le mot de la fin, Guérand? Une petite citation trading, peut-être? Tu voulais que je parle de chiffres Oui, voilà, des niveaux symboliques. Attention sur le Forex avec ça. Vous pouvez attendre longtemps. Ouais, c'est ça. C'est absolument pas valable sur le Forex. Mais si vous regardez, je pense, je les connais pas tous, mais
tous les indices qui puissent exister, ils réagissent quand même super bien aux chiffres ronds. Alors quand je parle de chiffres ronds, c'est les 1000 et les 500. Après les 25 et les 75, moi je commence à les trader, mais là par exemple je le fais pas parce que j'arrive pas encore à trader tous les jours, donc je me l'autorise pas. Mais les 1000 et les 500, c'est quelque chose qui réagit très très bien. Alors soit ça rebondit, soit ça casse et ça réintègre. Et moi c'est 75% de mon trading. Les pivots évidemment, comme Guillaume, mais je pense que 75% de mes trades c'est du chiffre rond. Vous voyez ici, là, Donc 8500. 8000, 8008, 8007. Alors là c'est du 2 heures, mais quand on fait du scalp, enfin moi je passe mes trades sur du 21 ticks, j'analyse le 100 ticks, le 5 minutes, et après des plus grosses unités pour la tendance globale. Mais lorsque vous mettez en tick votre graphique, vous verrez que soit ça touche et ça repart, soit ça réintègre, mais en cassant très très peu. Alors là avec le Corona, c'est un peu plus compliqué, surtout sur le dos, parce que moi je fais que du dos, parce que je trouve que les autres sont. Enfin, je les traite aussi, mais je les connais moins bien. Et sur le dos, c'était beaucoup plus volatile, donc je me suis adapté. Mais si vous prenez janvier, février, vous allez voir que c'est une réussite, c'est un taux de réussite. J'ai envie de dire 7 trades sur 10 passes, quoi. Attends, regardez, regarde, tu vois l'écran en Guérin ou pas? Je vois l'écran. Regarde, 8000, 8500, 9000. Voilà. Regardez Alors, la précision ici, là. Alors, je te laisse commenter, mais ici et ici, avec les mensuel. C'est quand même, à chaque fois, ce qui a propulsé des plus grands mouvements des cours. Tout simplement. Vous pouvez vivre, je pense, vous pouvez vivre du trading juste en scalpant ce genre de choses. Vraiment. Exactement. Concentrez-vous sur les pivots mensuels, comme je dis tout le temps, les 1000 et les 500. Oubliez les 100, enfin, vous pouvez le faire, mais toujours avec des plus petits lots et bombardez sur ces setups-là. Et vous sortez, voilà, vous sortez un salaire d'un trade comme ça. Parce que, justement, il n'y en a pas tout le temps. Là, tu montres que les 9000 et les 8005, mais après, avec de l'expérience, moi, par exemple, là, je me fais plaisir sur les 9000, 8005, mais sur les 100 aussi, 8008, 8009, 8007, voilà. Tout ça, c'est valable. C'était vraiment le niveau clé. Troisième passage, hop, on a cassé. Partout, vous avez vraiment des niveaux symboliques sur les indices. Si on va sur Dow Jones, vous allez voir, c'est pareil. Pour commencer, ça va rebondir ou traverser. Alors après... les 23 000 ici. Ça fait 5 ans que je bouffe des graphiques, donc à un moment donné, je commence à connaître, mais quand vous prenez un graphique en vraiment petite unité de temps, en tick, c'est là où le Nkenashi, c'est magique. Parce qu'en fait, ce que Guillaume, il vous apprend sur les bougies en day ou en swing, ça s'applique exactement de la même manière en scalping. C'est-à-dire qu'en analysant les bougies, vous verrez des compressions et vous sentez que le cours va repartir. Pour faire large, pour faire rapide. Exactement. Alors ça, c'est lorsque ça casse et que ça réintègre. Alors, comment ça va rebondir au traversé? L'idée, c'est qu'il faut se mettre dans la tendance. Et surtout, comme j'ai dit, c'est les plus gros setups, c'est quand on a cassé et qu'on vient se reposer comme ici pour la première fois dessus après longtemps. Et qu'en plus, ça correspond à un niveau symbolique, là, les 22 250. 250, 750, c'est aussi des niveaux importants. Là, vous savez, mais en fait, l'idée, c'est pour ça, c'est comment savoir si ça casse ou ça casse pas. C'est justement là où vous devez être capable d'observer les bougies. C'est le price action qui va vous confirmer que là, on a bien pris cet appui sur ce niveau-là et qu'on est en train de se retourner. Et ici, vous avez vraiment un signe qu'on repart. Donc, on a bien pris appui sur cet ancien niveau qui était résistance, qui a été cassé. On est monté beaucoup plus loin, pullback. Et comment vous savez si on le casse ou pas? Ça, c'était vraiment un setup magique, mes setups préférés. On est mis au millimètre sur le pivot mensuel, vous voyez. Et si on y vient dans la semaine, je peux vous dire que là, sur le trade, je vais pouvoir le prendre sur le Kenzo et je vais pouvoir sortir 5-10 000 euros du trade facile. Parce que je sais que ça rebondira. Et l'idée, c'est que c'est à vous d'être sûr que vous avez des bougies. Nous, on va rentrer avec Enguerrand sur du 100 ticks, même du 21 ticks. Moi aussi, j'ai tradé en 21 ticks pendant longtemps. Peut-être qu'il faudrait que j'y revienne un peu. On va faire du très très court terme. Mais l'idée, c'est que vous devez toujours attendre un signal. Si vous rentrez sur des bougies rouges, vous perdrez tout le temps. Parce que justement, on peut très bien avoir un énorme crash, taper des bougies rouges et venir mécher jusque-là, avant de rebondir. Parce qu'il se trouve qu'on rebondira toujours.
mais vous pouvez vous retrouver à moins 500 pips et vous avez cramé votre compte ici, hein. Donc voilà, faut remettre les choses toujours dans l'idée que le marché doit nous donner un signal. Il faut remettre les choses dans un contexte global. Donc, comme je te dis toujours, Benny, c'est d'être capable de jouer dans la tendance. Et là, tu auras encore plus de probabilité de réussite. Et puis après, bah, si vous trouvez une petite divergence, si ça correspond à un niveau de FIBO, etc., c'est comme ça qu'on trouve un setup. C'est ce qu'on appelle, nous, des confirmations chez les pros. On retrouve des confirmations qui viennent conforter notre argumentaire et notre idée de fond. Ouais, et puis, enfin, le problème, c'est que c'est pas. Enfin, j'aime bien ta question, Benny, parce qu'en fait, c'est la question que je me suis posée au début, évidemment, comme tout le monde. Est-ce qu'on rebondit, est-ce qu'on réintègre? Il y a des traders, moi je connais des très bons traders comme Guillaume, qui se sont même pas posé la question, c'est-à-dire qu'eux, ils prennent que de la réintégration. Ou alors, ils prennent que du rebond. C'est-à-dire que si ça touche et ça repart un peu, ils rentrent. Ou alors, si ça casse et que ça commence à réintégrer, ils rentrent. Ils font pas les deux. Moi, je fais les deux parce que avec le temps, j'ai appris l'un et l'autre. Et après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est à quelle période de la journée tu trades. Par exemple, Dow Jones le matin, concrètement, il est un peu moins volatile que l'après-midi. Donc forcément, tu peux te dire, bah tes bougies, elles vont se calmer un peu sur le pivot ou sur le chiffre rond avant enfin, sans même casser. Évidemment, à l'ouverture des US, bah, je vais pas prendre le premier chiffre rond qui passe, quoi. Alors que je pourrais de temps en temps, mais c'est des probabilités après que tu te crées en analysant les graphes, en les bouffant en fait toute la journée pendant des années. Il n'y a pas vraiment de l'expérience, exactement. Les formules magiques. Ouais. Non, mais voilà, il y a des techniques très simples qui marchent. C'est les points pivots, le support résistance, euh, étudier la tendance de fond, essayer de se placer dedans, et surtout garder une cohérence par rapport à l'unité de temps que vous choisissez. Si vous analysez en H4, c'est pas pour rester 5 minutes dans le marché, et si vous analysez en 5 minutes, c'est pas pour rester 4 jours sur le marché. Il y a souvent, vous pouvez réaliser des setups à plein d'unités de temps. Là, par exemple, on sait que ça va rebondir sur du H2, mais ça veut pas dire que là, il n'y avait pas un petit support qui fait que sur du 1 minute, vous pouviez prendre un signal baissier ici. Vous voyez? C'est juste rester cohérent par rapport à... en fait, c'est un peu comme un microscope. On a la chance de pouvoir zoomer, c'est quand même assez magique grâce au graphique, et à travers ça, percer un peu et essayer de faire cohabiter à la fois du long terme, du moyen terme et du court terme. Et c'est ça qui est un peu fabuleux dans le trading, c'est que vous devez, enfin moi c'est ce que j'ai appris aux États-Unis par exemple, enfin je le savais déjà, mais eux c'est ce qu'ils faisaient, ce qu'ils appellent scalper le prix, je vous en avais parlé, c'est partir du monthly pour descendre jusqu'au 1 minute. Et peu importe quelle est votre analyse de base, qu'elle se base sur du monthly, du H4 ou du M1, et en fait, vous étudiez tout ce que le marché vous donne comme information. Et vous pouvez quasiment, enfin moi c'est comme ça que je peux faire aujourd'hui quasiment, je prends un graphique et je peux suivre le prix quand je veux en fait. Je peux le suivre toute l'année. Je sais où il va. Enfin, voilà, j'ai juste à étudier dans les différentes unités de temps. Et bah, parfois, je vais me faire avoir si je vais pas dire que je vais prendre que des setups parfaits. Mais en tout cas, je vois très clairement où va aller le prix et comment il réagit et comment sur quelle unité de temps ça remet. Donc c'est pour ça qu'en fait, souvent vous faites avoir, c'est que il y a quelque chose qui se passe dans une autre unité de temps ou une chose extérieure qui influence votre setup et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Et donc, vous perdez le trade parce que vous n'êtes pas capable de réadapter ces nouvelles informations ou une information supérieure. Par exemple, typiquement, vous prenez un trade en 5 minutes, puis finalement, en fait, en H4, on arrive sur une grosse résistance, ça part bien, vous aviez protégé finalement pas assez serré, et boum, le truc il se retourne complètement et vous comprenez pas pourquoi. Parce que justement, en H4, c'était un gros signal baissier à ce moment-là. On arrivait sur, par exemple, je sais pas, le haut d'un range ou enfin n'importe quoi. Et vous étiez resté sur l'idée de comment c'est possible que mon trade redescende alors que en 5 minutes il me montrait une force et que j'étais sûr que je sentais qu'il était en train de monter. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut entre guillemets un peu il faut être un peu omniscient en fait dans le trading. C'est l'avantage qu'on a. Je vous ai dit l'Ishimoku c'est un indicateur qui est bien parce que justement on peut le trader qu'avec unité de temps. C'est justement parce que lui en unité de temps il donne énormément d'informations. Donc pour le coup, ça sert à rien de comparer des Shimoku dans toutes les unités de temps, vous allez rien comprendre. Il donne tellement d'informations en un, et il se suffit à lui-même, comme je dis tout le temps.
Donc, vous pouvez regarder, ça marche très bien, je vous ai dit ce qui marche le mieux, c'est le M15 et le H4, Ishimoku. Vous avez toutes les informations données dedans. Vous pouvez jouer les contre-tendances, vous pouvez jouer les tendances, vous pouvez jouer des cassures, des réintégrations de Tenkan, de Kijun. Vous avez des signaux dans tous les sens avec les croisements des moyennes mobiles, le Twitch, bon, ça je le conseille pas, mais le switch du nuage. Voilà. Mais quand vous n'êtes pas avec l'Ishimoku, bah, vous avez la possibilité de vous rendre compte de tout ce qui se passe dans toutes les unités de temps. Bah, prenez le temps. C'est la partie intellectuelle du trading. Le scalping, c'est quelque chose de beaucoup plus dans l'action. Il faut être un peu sportif de haut niveau, un peu comme dans un film, faut intervenir, faut sortir très vite, faut toujours être super calme, rentrer au millimètre. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une analyse de fond avant, en fait. Et si vous la faites pas, vous y arriverez jamais. Ce qu'on appelle le travail des cartes. C'est-à-dire que préalablement, vous devez préparer votre terrain. C'est pour ça que je le fais souvent moi le dimanche soir. Enfin bon, en ce moment j'ai plus trop le temps, mais je fais quand je peux. Mais sinon voilà, l'idée c'est que le mieux c'est de le faire le dimanche soir. Vous préparez tous vos gros niveaux pour la semaine, vos gros niveaux de résistance mensuelle, etc. Et vous préparez psychologiquement à intervenir que sur ces endroits-là, sur des scénarios que vous avez prévus, à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire que vous savez que le marché va forcément monter pour atteindre ou descendre là pour atteindre le pivot mensuel. Vous dites, ok, bon bah s'il vient au RM mensuel, là je sais que j'aurai un très très gros setup, je vous les donne en plus. Soit il descend au pivot mensuel et j'aurai aussi un très très gros setup. Moi par exemple là, très clairement, si je dois tenter un gros coup sur Sunaipa, je le ferai ici ou là, pas avant. Vous voyez, sur les 23 000, je vais le faire, mais avec un peu moins de risque. Je vais investir un peu moins. Je vais peut-être essayer de faire un trade à 2 000 euros, pas un trade à 5 000. Si j'arrive ici, en sachant que ça rebondit autant, alors ça c'est une loi aussi que j'adore, c'est si là il y a eu autant de mouvements, vous pouvez toujours assurer que sur la fois d'après, il y aura au moins un tiers de ce qui a été fait. Là, je suis quasi sûr que quand on va venir toucher, alors ça va peut-être mécher un peu là-haut, hein, mais on va revenir au moins jusqu'à ici. En plus, ça correspond à l'autre niveau de résistance. C'est très rare qu'on ait eu autant un aussi gros rejet sur un niveau. Ça, faut vraiment que vous compreniez que c'est imprégné à jamais. Là, tous les pros, ils se disent, comme Enguerrand et moi, ce niveau-là, il a fait ça. Ce niveau-là, il a projeté les prix en ligne droite, c'était pareil depuis très longtemps. C'est lui seulement, comme je vous dis à chaque fois, qui a réussi à arrêter les cours sur les 24 310, 330. Donc, quand on va revenir dessus, il y aura des vendeurs. Ils nous ont montré qu'ils étaient très présents sur ce prix. Ça veut pas dire qu'il va revenir jusque-là. Ça, c'est le mauvais trader qui va se dire, ah bah du coup, c'est sûr, ça va revenir à 23 000. Et il va frôler son TP à 23 000. C'est quelque chose que je conseille de jamais faire. Moi, quand j'arrive proche des TP, si je suis devant l'écran, je ferme. Je ferme toujours. À 90% du TP, je ferme. Ça sert à rien de perdre pour 10% un trade alors qu'en fait, on a atteint l'objectif à presque rien près. Sachant qu'il peut totalement se retourner et même venir perdre. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment toujours pareil, étudier la probabilité de réussite et être capable d'adapter votre money management en fonction de l'importance du level, l'importance de la tendance. Si on arrive comme un fou sur le RM mensuel, vous pouvez, et vous voyez qu'une force pas possible, si vous n'êtes pas, ah j'avais dit que c'était le RM mensuel, j'avais dit que c'était le RM mensuel, je me suis préparé pendant une semaine, je vends le RM mensuel alors qu'en fait on était en train de tout casser avec une énorme bougie M5. Voilà, c'est là où vous devez être pro. Non. Si on arrive fort, ça veut dire qu'il peut monter jusqu'au 24 500, j'aurai encore un meilleur prix. Et au pire, je raterai le setup. Au pire, je ne perds pas d'argent. Si vous arrivez à vous dire, au pire, je le prends plus bas, à un prix plus intéressant, ou plus haut au-dessus de la résistance, à un prix plus intéressant, quitte à ce que je rate des setups, et là, plus vous gagnerez d'argent et plus vous serez rentable sur le long terme. Très important. Les trucs vaudou. Ça, c'est vraiment la base. Ça. C'est le vaudou. C'est Benny qui a mis ça. Je te laisse le mot de la fin, tu veux. Dans les signaux de Guillaume, je vois souvent des TP sur un chiffre rond. Jamais vous sortez sur le chiffre rond. Jamais. Jamais, parce que souvent il vous donne un TP sur un endroit qui est important. Et comme il disait, déjà il ferme toujours ses TP avant. J'ai toujours fait de la même manière. J'ai jamais fermé mon TP au TP. J'ai jamais eu de case verte sur MetaTrader, jamais. Et en plus de ça, le chiffre rond, on sait pas, mais il peut très bien s'arrêter à 90 au lieu d'aller sur les 0,0. Et ça serait vraiment bête de perdre son trade pour ça. Et de la même manière, sur les SL, c'est la même chose. Quand je vous dis toujours de mettre en gros, vous avez un niveau de résistance sur un signal à, j'en sais rien moi, à 50 points ou 100 points, en fait, vous devez penser exactement ce que vient de dire Danguerrand, mais aussi pour le SL. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, je place mes SL, je sais pas si vous avez remarqué, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'OTP, je vais le mettre sur les 300, donc souvent sur les 23 500, donc je vais mettre plutôt 490. Et mon SL,
Si j'ai par exemple un niveau, dans l'idée, je vais prendre le niveau symbolique d'en dessous, donc les 250, et en fait, je vais le placer à 230 ou 200 ou 240 pour laisser une chance aux 250 de rebondir. C'est comme ça que vous D'accord. vraiment pensez, quoi. Les SL, vous les mettez juste sous un niveau de résistance important. Donc si c'est un 500, bah, ça peut être 480. Si c'est un 24 000, vous pouvez mettre, voilà, il y a le niveau des 24 050. Moi, j'aime bien prendre le niveau d'après symbolique ou les 24 100 et de lui donner un tout petit peu au-dessus. Donc, par exemple, si je prends 50, ça va être 60. Je vais mettre à 60 ou 70. Et si je prends 100, ça va être 110 ou 120. T'es coupé, peut-être? Non, 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 moi je suis là. J'étais juste en train de dire ce que dit Benny. Il y a 1500 points en allant vers. Pas compris. Non, je comprends, mais c'est toujours aussi évident. Je sais pas trop ce que tu veux dire. Parce qu'on a rarement des SL à 1500 points. Ouais. Ok. Bon, bah, donc niveau symbolique, on a fait le tour. Tu veux préciser encore certaines choses? Non, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Ça fait, très- Ouais. Ça fait 2 Je heures. pense que vraiment le plus important, c'est de se créer son setup et de le respecter. Il faut vraiment de la rigueur dans le trading, vraiment. C'est le plus important. Vous Exactement. mettez un ciel, vous le bougez pas. Vous avez un setup, vous le changez pas. Vous avez un money management, vous le changez pas. Guillaume, il dit une instruction, faut la tenir. C'est, j'ai envie de dire, c'est un peu automatique en fait. Ça devient limite un job de robot, mais ouais, je pense vraiment que les gens qui n'arrivent pas à gagner de l'argent avec les signaux de Guillaume, j'en parlais avec lui hier parce que moi, ça me fait vraiment de la peine de voir une personne qui sort des signaux aussi qualitatifs avec aussi avec un taux de réussite aussi énorme. Et que Guillaume me dit qu'il y a encore des gens qui n'arrivent pas à ne serait-ce être en positif sur ces signaux de temps en temps. Et je pense vraiment il faut gérer son money management de sorte à ce que vous ayez rien à perdre. Quand je dis rien à perdre, ça veut dire que si vous avez un petit compte, eh ben, vous gardez le minimum possible. Essayez de tenir un mois avec les signaux de Guillaume en respectant ce qu'il dit. Et vous allez voir qu'après, ça va devenir un automatisme parce que vous allez comprendre qu'en fait, c'est vrai, je peux y arriver au TP, je peux respecter mon SL, j'ai rien besoin de changer. Le mec a raison, quoi. Parce que souvent, quand vous fermez, vous dites, bah, c'est pas grave, tant pis, il a remonté encore un peu plus haut, le prochain, je vais le tenir. En fait, vous le tenez jamais. Et je pense que vraiment, il faut pas avoir peur de perdre un montant, un montant fixe, quoi. Qui vous dérange pas de perdre. Et lorsque vous aurez passé peut-être 2 semaines, 3 semaines, un mois en respectant ce qu'il dit, vous allez gagner peut-être rien du tout parce que ça va peut-être vous rembourser votre abonnement BNG, mais au moins vous allez vous dire ok, j'ai compris ce qu'il a fait, j'ai analysé, parce que quand vous n'avez pas peur de perdre, du coup votre esprit est peut-être plus concentré à essayer de comprendre pourquoi ça va dans ce sens-là, pourquoi Guillaume a dit ça, etc. Si vous avez les yeux rivés sur le montant ou sur le nombre de pips et que vous vous dites putain merde ça descend, merde ça monte, euh, c'est pas bon. Enfin c'est pas ce que Guillaume en tout cas il veut vous offrir quoi. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Il faut vraiment réussir à voir le potentiel du gain et se préparer à perdre de l'argent pour être capable de vivre le trade. Par exemple, vendredi, j'ai donné un signal, pour une fois à TP très court, et il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé le TP. Bah, très bonne initiative. Voilà, il faut vraiment, en fait, tous ceux qui n'y arrivent pas, vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes au moins 80% rentable, voire plus que ça. Je parle même sur vos trading manuels à côté de ça. Les signaux vous permettent de gagner de l'argent, même si vous faites des bêtises à côté. Il y en a certains qui, du coup, sont en négatif et qui se rattrapent avec les signaux. Je sais pas vraiment s'il y a des gens qui perdent sur les signaux, je crois pas quand même. Enfin, en tout cas, de ceux que j'ai vus, aucun. Ou alors c'est qu'ils ont vraiment fait sur un coup n'importe quoi. Mais par contre, effectivement, comme c'est pas bien optimisé, ils vont perdre de l'argent dans la semaine puisqu'ils vont faire des bêtises à côté, ou même sur le signal, ils vont le fermer. Et après, ils vont vouloir rattraper au mauvais moment, etc. Mais bon, euh, ça, après, c'est encore autre chose. Mais l'idée, c'est que
si vous commencez à vous mettre dans la peau des autres en mode, ok, il y en a, ils comprennent même que parfois ils reviennent me voir. Moi, je suis toujours sur le trade. Moi-même, j'y suis plus. Et eux viennent me voir le lendemain en me disant, t'es toujours sur le trade? Je dis, mais c'est génial que tu y sois encore. Donc voilà, dites-vous qu'il y en a qui ont vraiment compris que c'est pas, ça veut pas dire qu'il faut toujours sécuriser au plus court, que c'est vraiment justement l'idée de faire vivre le trade au maximum tout en étant sécurisé. Tout l'intérêt d'attendre les pullbacks pour le remonter sans SL, peu importe l'unité de temps. Et là, effectivement, bah, vous allez voir que en étant très peu en SL et qu'en ayant protégé, c'est pas grave de prendre des break-even, c'est pas grave de prendre des SL qui ont touché 10, 15, 20 points en positif parce que vous avez florilège de trades